Bonsoir à toutes et à tous, je suis Eris Bonsoir, moi c'est Céline. et Et ensemble nous ensemble, nous sommes sommes le le Geek Geek Squad. Squadron. Alors ce soir on va vous parler de la deuxième moitié de la saison 1. Potentiellement, il y aura une saison 2 de Obi-Wan, puisqu'on vous a déjà parlé de la première moitié. Donc, maintenant que la saison est terminée, on va vous parler de la suite de cette deuxième moitié. Mais avant ça, on a un petit coup de pub à faire pour nos copains des Héritiers de la Force. Parce qu'en ce moment, ils ont une boutique en ligne sur Hello Asso. Vous pouvez retrouver en tapant dans n'importe quel moteur de recherche Hello Asso, les Héritiers de la Force. On vous mettra le lien en bas et en description. Ça leur permet de financer leurs opérations caritatives, notamment auprès de l'hôpital des enfants de Vichy. Alors, il y a des pins du Mandalorian, il y a un pack avec les fameux patchs, des super gobelets design par Fab. Un copain aussi, on n'a que des copains, nous, dans l'univers Star Wars. Alors, c'est pas exactement les mêmes, parce que ça, c'est les éditions 2019. Mais voilà, dans l'idée, vous aurez des petits goodies comme cela, et en plus ça fait vivre une asso, ça fait vivre des projets aussi caritatifs, donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 8 juillet, on y va en masse. Juste voilà. Pour préciser, pour ceux qui ne remettraient pas les Héritiers de la Force, c'est ceux qui organisent la convention Génération Star Wars et Science-Fiction à AQC chaque année, donc la plus grosse convention française de Star Wars. Et donc, c'est les goodies qui étaient en vente cette année à la convention, qui sont vendus dans cette vente. Donc, à la convention, il y a toujours, petite pub aussi pour la convention, il y a toujours des goodies comme ça pour des œuvres caritatives. Et là, ils le font aussi en ligne, de manière éphémère. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas pu y aller ou si vous avez oublié de passer par la boutique Marabout lors de votre passage à QC, et ben voilà, vous pouvez vous rattraper en ligne, et donc jusqu'au 8 juillet. Voilà. Ben, on enchaîne sur Kenobi. Hein, sans transition, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, on va commencer un peu par l'épisode 4. Celui où on retrouve en fait Leia dans la forteresse. La fameuse forteresse Inquisitorius qui parlera grandement à ceux qui ont joué à Fallen Order, par exemple. Cette impression d'être dans le... plonger de nouveau dans le jeu vidéo, d'avoir envie de sortir la manette et puis de guider Obi-Wan dans les couloirs. Voilà, c'était assez fun. Bon, après, il fallait s'y attendre, hein, qu'on allait la voir. On a vu des inquisiteurs, donc à partir de là, Forteresse Inquisitorius, c'était un petit peu un passage obligé. Ouais, mais c'est vrai que c'est sympa. Du coup, on est vraiment dedans, et puis on visite des nouvelles pièces Tout à fait. Alors, notamment cette espèce de tombeau, salle des trophées, on sait pas trop. C'est quand même une pièce dans laquelle Obi-Wan s'attarde, donc il doit y avoir une signification quand même très très particulière. Je parle vraiment de cette pièce un peu côté triangulaire, là, comme ça, un couloir incurvé, avec ces espèces de cuves. Alors c'est pas vraiment des cuves à Bacta, mais c'est des cuves avec un liquide jaunâtre, avec des ans dedans, on sait pas s'ils sont morts, on sait pas s'ils sont en stase. C'est très flippant parce que t'as pas franchement l'impression que c'est du liquide, même presque figé en fait, comme une espèce de glace jaune. Et d'ailleurs, avec des expressions de stupeur. Enfin, oui, en plus le novice, pardon, j'allais dire le padawan. Le novice, il a pas l'air serein quand même. Non, je sais pas comment ils l'ont figé, mais il devait être conscient au moment où ils l'ont fait. Ça fait froid dans le dos. Ouais, ça fait très musée des horreurs. Ça fait, tu sais, les freak shows, là, tu sais, toutes les horreurs de la nature, genre les moutons à deux têtes et trucs comme ça que tu conserves dans du formol pour montrer dans les expositions, qu'on montrait avant, dans le temps, c'était un peu moins civilisé. Voilà, c'est vraiment un sentiment très malaisant. Et effectivement, on va voir donc ces expressions presque de terreur, pour certains. Donc il va y avoir effectivement le petit novice là qu'on voit dans la scène d'intro du premier épisode. On va avoir comme personnage vraiment notable Tera Singbé,
Non, Serra. Oh, Maître Sinoubé, j'ai oublié le prénom. Peu Terra, importe. Oui, c'est Terra. Terra, hein, c'est ça. Qui est un maître Jedi qu'on voit principalement dans The Clone Wars, un arc avec Ahsoka, qui est aussi un personnage qui est réintroduit dans la Haute République. Voilà, tout se lie, etc. On voit une femme plutôt jeune, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vue avant, mais vu le focus caméra sur cette personne, on peut imaginer aisément qu'il s'agit de la femme de Roken, puisqu'il nous dit quand même, il dit à Obi-Wan que sa femme, qui est sensible à la force, a disparu, ne sait pas ce qu'il est advenu d'elle. Donc on peut très bien imaginer que ce soit elle. Il y a plusieurs personnages comme ça, la caméra passe dessus, mais on ne sait pas forcément qui c'est. Quand on regarde un peu sur les plans larges dans le lointain, il y a un personnage dans une cuve Bacta qui a quand même une belle ressemblance avec Quinlan Vos. Alors on est trop loin pour vraiment voir, on voit pas, notamment s'il y a le fameux tatouage facial doré, mais on a quand même un homme avec la pommade et des dreadlocks. Surtout que, voilà... il a été évoqué, ouais. Il a été évoqué avant, donc bon... Voilà, pareil, on voit un homme noir, le crâne rasé, donc tout de suite, Mace Windu. Bon, là, j'adhère moins à la théorie, surtout qu'en regardant un peu plus près, il semblerait que l'homme ait ses deux mains, et on sait bien que la dernière fois que Mace Windu est apparu à l'écran, il lui manquait une main grâce à cause de Anakin. Donc, bon, ça paraît un peu plus capillotracté. Mais cela dit, quelque part, c'est pas la première fois qu'on voit un peu cette utilisation de Jedi morts. On avait déjà vu dans Rebels, avec Luminara Unduli, dont le corps servait un peu de genre de balise pour attirer les Jedi. Les Jedi. Tout à fait. C'était un très bon épisode. Donc on peut imaginer que tous ces forces sensitives qui sont dans les cuves de stase là ont forcément il y a un but en fait, que ça soit un but effectivement de genre de balise pour attirer les Jedi, d'expérimentation, puisqu'il y a quand même une grosse vibe, les labos qu'on a vus sur Nevarro dans Mando. Quand même. On sait qu'il y a du travail sur au moins le clonage et sur la force, puisque c'est pour ça aussi que bébé Yoda est utilisé comme cobaye, et on sait qu'il y a un résultat sur le clonage dans la postlogie, donc ça paraît très logique d'avoir toutes ces étapes mises les unes après les autres. Donc cette scène-là, elle sert pas à grand chose dans l'histoire en elle-même, enfin en tant que telle, dans l'histoire d'Obi-Wan, on pourrait se passer. Mais ce côté, on va lier les éléments à ce qu'on a déjà vu dans d'autres séries, plus la postlogie, ça ancre, je trouve, encore plus la série Obi-Wan dans tout le lore de Star Wars en fait. C'est assez intéressant. Et puis bon, je trouve pour nous fans, c'est aussi marrant d'aller décortiquer le truc en disant mais attends, ce type-là, on l'a déjà vu, et celui-là, il sort d'où ? Voilà, il y a le côté, ce qu'on a bien aimé faire dans la première partie, avec les écritures sur les murs de la safe house, dire attends, là, il y a écrit quoi ? Pouf, tu sors ton espèce d'abécédaire d'Orbèche. Alors ça, c'est un A, ça, c'est un B. Alors... Non, mais c'est aussi pour, je pense, rendre aussi les inquisiteurs terrifiants, quoi, parce que en fait, jusque-là, on les a vus couper une main. Bon. J'avais dit dans le premier épisode, c'était plutôt gentil. Bon, for the record. Non, mais t'as un compas moral qui est un peu bizarre quand même, Céline. Oh, mais c'est gentil, il a coupé une main. Ouais, bon. À côté, tu fais quelqu'un. Non, mais oh. Certes, mais voilà, je pense qu'il va falloir revoir ta notion de bien et de mal, parce que... Non. J'arrive pas à retrouver mon cerveau. Et donc oui, je pense que finalement, en faisant ça, t'as plus besoin de voir des meurtres à gogo. Tu ancres les inquisiteurs dans la durée. Ça fait longtemps qu'ils chassent des Jedi. Ils ont beaucoup de résultats parce que le couloir est long. Oui, il y a du trophée. Et voilà. Et ça veut dire que la chasse des Jedi a été malheureusement
très successful. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. De toute façon, on se rend bien compte que plus ça va, plus eux, ils sont nombreux. Ils arrivent quand même je trouve pas les mots, à convertir, voilà, corrompre, ça correspond mieux d'ailleurs, des Jedi. On sait d'ailleurs que le grand inquisiteur, à la base, c'était un Jedi. Oui, c'était un gardien du temple, en fait. Un gardien du temple, oui, tout à fait, qui avait déjà un petit peu de rancœur envers l'ordre Jedi du temps où il en faisait partie. Et puis, c'était un peu... tiens, on m'offre ma vengeance sur un plateau. Je vais la prendre, hein. Ouais, non, mais voilà. Tu étais gardien du temple, toi, parce que... On va reparler après de Reva, mais oui. C'est aussi... Et puis... Petit à petit, manifestement, on nous a dit aussi que les enfants qui avaient du potentiel commençaient à être inquiétés avec justement toute l'histoire de Corran qui s'enfuit avec le faux Jedi. Ça veut dire qu'en gros, maintenant ils ont fini les Jedi, ils commencent à même enlever des enfants qui sont même pas formés, qui sont qui n'ont rien demandé, mais juste parce que potentiellement ils pourraient devenir un jour des Jedi ou apprendre à contrôler un peu leur pouvoir. Eh bien, on les enlève aussi à leur famille. Alors, est-ce que ils sont aussi tués? On ne sait pas. Ou est-ce qu'il y a d'autres expériences? C'est là où on peut faire aussi un parallèle avec Fallen Order, où quand même la trame, rapidement, je vais spoiler, maintenant le jeu il a 2 ans, c'est que Cal Kestis récupère un artefact, un holocron, qui contient la liste de tous les enfants sensibles à la force dans la galaxie, enfin tout du moins toute la liste au moment où l'holocron a été créé, donc un peu avant les événements de l'ordre 66. Et donc il va finir par détruire cet holocron parce que c'est trop puissant. Il est qu'avec une seule Jedi, il est avec Cerizunda. À 2, ils peuvent pas recréer l'ordre Jedi, donc il préfère ficher la paix au final aux enfants sensibles à la force pour les protéger et advienne que pourra quelque part. Dans la main de l'Empire. Exactement. Donc il y a déjà cette volonté de protéger les enfants. Il faut se rappeler que Fallen Order, ça se passe 5 ans avant Obi-Wan. Donc 5 ans après l'ordre 66. On est pile entre Obi-Wan et la revanche des Sith. Donc voilà, donc on n'a pas encore forcément tout ce qu'on voit qui est mis en place dans Obi-Wan, tout ce réseau, le passage. Donc ils n'avaient pas à ce moment-là, Cal Kestis et Cerizunda, le support pour pouvoir justement aller chercher ces gamins sensibles à la force et puis les mettre en sûreté. Mais ce sera peut-être vu dans la suite de Fallen Order. Je crois qu'ils ont prévu une suite là. Donc oui, ça va peut-être la mise en place du path. Voilà, plus on entend des rumeurs quand même sur une série live action avec Cameron Monaghan qui est l'interprète de Cal Kestis dans Fallen Order. Bon, moi je suis sceptique. Alors j'aime beaucoup Cameron Monaghan, je l'ai adoré dans Shameless, il était absolument génial. J'ai beaucoup aimé Fallen Order. De là en faire une série live action, bon, à un moment donné, faut lâcher, faut faire autre chose, quoi. Ouais, c'est bien d'aller explorer d'autres choses. Après, si c'est bien fait, bien monté, avec un bon scénario, moi je dis toujours oui. Ouais. Mais il faut réussir à faire ça. C'est ça, moi je t'avouerais que je commence à en avoir ma claque de tourner toujours autour de la même époque. Là j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner là, le film de Taika Waititi, parce qu'il nous a dit je sors des sentiers battus, quoi. Ouais. Il y aura pas le grand-père de Chewbacca, il y aura pas les plans du faucon, on fait quelque chose de nouveau. Ouais, là, c'est bien. Merci. Parce que, purée, il y a 3 ans, à la sortie de l'épisode 9, on nous a dit bon, c'est bon, on en a fini avec la saga Skywalker, et qu'est-ce qu'on fait? La saga Skywalker à fond. Enfin, moi, j'en ai ras-le-bol. Oui, Luke, il est revenu finalement dans C'est ça, on n'a jamais bouffé autant de Luke depuis la fin de la saga Skywalker. Il y a Obi-Wan, et puis Andor, ça va être encore la même période à peu près, enfin, le pré-épisode 4, on va dire.
Donc, oui. Je dis pas que c'est pas intéressant, tu vois, de voir la construction de la rébellion, etc. Oui, mais déjà, t'as qu'à sortir toutes les scènes coupées qu'il y avait pour l'épisode 3, justement, qui te montrent les prémices de la rébellion, etc. On en a parlé dans l'émission précédente. Il y a eu ces scènes-là. Faut les intégrer à un moment donné. Faut vraiment. On pourrait faire un canon quelque part. Et puis, nous, ce qu'on attend aussi, c'est de savoir comment on est passé de la Nouvelle République au Premier Ordre, quand même. Enfin, il y a un gros blanc d'une vingtaine d'années qui est toujours pas comblé, alors qu'on comble, puis on y va à la pelleteuse, par il y a des livres, lien du sang, excuse-moi, mais c'était censé être des trucs du Premier Ordre pour l'avoir lu. Mais de toute façon, Lien du sang, Claudia Gray, elle le dit elle-même, elle avait rien le droit de dire. Elle s'est battue pour avoir Han Solo et Ben dans un bouquin qui concerne Leia, quand même. Bon. Il voulait absolument se garder de la liberté, ce que je peux comprendre, mais dans ce cas-là, tu ne demandes pas à un auteur de le faire, tu leur dis faites la Haute République, démerdez-vous. c'est l'avantage avec la Haute République. C'est bien d'avoir donné de la liberté aux auteurs. Bon, on est convaincus, en tout cas, ça c'est sûr. On va peut-être revenir au sujet. Oui, parce que là, on le voit. À part la forteresse, il y a le fait que Ben commence aussi à récupérer ses pouvoirs de Jedi avec son petit, son petit, comment on peut dire, son bouclier de force pour éviter d'avoir l'inondation là. Ça marche pas trop mal son truc. Non, c'est pas mal. On sent, effectivement qu'il s'autorise de nouveau à puiser dans la force et c'est plutôt chouette de voir la progression. Après, moi j'ai lu pas mal de critiques qui disaient il s'enfuit, c'est trop facile, machin, tout ça. C'est Star Wars, enfin je veux dire, rappelez-vous comment le Faucon Millenium dans l'Étoile Noire, comment ils se sauvent, ils sont 4 pelés quand même. Bon, à la fin ils sont plus que 3, mais ils se cachent juste en dessous du plancher pendant que les mecs c'est ça, ils arrivent à 3, ils repartent à 3 en ayant sauvé la princesse, ils en perdent un au passage, mais contre eux, il y a combien de millions de soldats sur l'Étoile Noire? Donc à un moment donné, alors oui, effectivement, c'est très gros, c'est un peu facile, mais tu dis, de 1, c'est Star Wars, de 2, Reva, elle a tout planifié et elle a fait en sorte de leur coller un moussard. Bien donc, sûr, elle les a laissés parallèle avec justement un nouvel espoir. Je les ai laissés partir. C'était pas con. Voilà, pourquoi se contenter d'Obi-Wan et de Leia quand tu peux avoir ces cellules rebelles naissantes? Voilà, fais-toi plaisir. Alors après, c'est un pari risqué, on est d'accord, mais... Non, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a Tala aussi qui fait... Moi, je trouve qu'elle a des dialogues très forts, là, de dire j'ai jamais vraiment fait partie de l'Empire, j'ai jamais fait partie de ça. Enfin, je trouve que c'est très beau. Ouais, parce qu'elle a une prestance, une manière de s'imposer, là, au départ, là, quand le mec veut la faire passer par le scanner et tout, elle dit oh putain, ça va pas le faire, et puis elle envoie chier du style je suis peut-être pas de cette base-là, mais je suis d'un grade supérieur, attention, et tout. Parce que j'étais en train de me dire comment elle va s'en sortir. C'est bien joué. Stressée pour elle. Et puis là, tu sais, elle se laisse pas abattre. Là, là, c'est plus que le culot, là. C'était impressionnant. Et du coup, c'est crédible parce que tu te mets à la place du pauvre type. Dans tous les cas, il est perdant. Ah bah oui. Donc autant se soumettre à l'autorité plutôt que de risquer, parce qu'il fait le calcul, le risque il est infime que ça soit une personne qui soit pas autorisée. Donc c'était un moment un peu c'est bien joué. C'est pareil au départ quand Reva elle commence à torturer Leia, jusqu'où ils vont aller, parce que c'est quand même une gosse de 10 ans. Non seulement c'est une gosse de 10 ans, mais c'est une actrice de 10 ans. Ouais, oui. Et c'était moi je trouve ça extrêmement malaisant et je fais sauvé par le gong, mais j'ai vraiment eu peur de jusqu'où ils allaient être capables d'aller avec cette pauvre Leia, quoi. C'est un peu après ça fait écho à encore une fois un nouvel espoir, à sa scène de torture bien sûr auprès de Vador, mais elle a 10 ans, quoi.
Et puis dans l'esthétique, c'est un peu la salle d'interrogatoire avec Han Solo dans l'Empire contre-attaque, et puis celui de Rey ensuite dans l'épisode 7. Voilà, plein d'échos, comme d'habitude. Oui, et puis en même temps, comme tu le disais, ça assoit aussi ce côté terrifiant des inquisiteurs, c'est-à-dire être prêt à aller jusqu'à torturer une gosse de 10 ans. Ça veut dire quand même dans ta tête, ça tourne pas très très rond. De 1, et de 2, c'est que vraiment la fin justifie les moyens. Donc il y a on est dans la droite ligne de Vador justement à la fin de la partie 3 où il envoie valser tout le monde, il pète le cou d'un type juste parce qu'il peut le faire grâce à la force, et on est clairement dans la même démonstration de pouvoir et de méchanceté. Ça me paraît tellement petit par rapport au niveau de... Ouais, la cruauté, peut-être. De cruauté, oui, cruauté, de démonnerie, tu vois, j'arrive même pas à trouver le côté obscur. Ouais, clairement, là, t'es à fond le côté obscur, quoi. Non. Après, voilà, j'ai trouvé ça... t'as des trucs qui sont un peu gros, genre les air speeders qui arrivent pile au bon moment, tu vois, alors qu'ils ne sont pas coordonnés par Comlink et tout. Bon, après, c'est Star Wars, je veux dire, il faut bien qu'ils s'échappent. Il y a souvent des trucs qui sont un peu trop gros. On fait avec. Non, mais j'ai bien aimé aussi le fait que quand ils arrivent, ils ont perdu un des pilotes et on voit que l'autre, elle était pas prête à ça, quoi. Et je trouve que ça a personnifié un peu la perte d'un pilote, parce que des fois, on a un peu l'impression, Rogue Leader s'est fait démonter, Red Leader s'est fait démonter, mais à la fin, tout le monde fait la fête. Là, on pose le truc, on dit, mais en fait, normalement, on n'est pas censé être des guerriers, et en fait, si, on est en train de le devenir. Et j'aime bien, ouais. Je trouve que c'était une bonne scène aussi. Ouais, parce que ça pose aussi le truc de leur dire, maintenant c'est réel, en fait. Là, on commence, et puis c'est là qu'on voit vraiment les prémices de la rébellion, de tout ce qu'on va voir dans Rogue One, ce qu'on verra dans Andor et tout. Donc là, on sème des petits trucs qu'on va aller récolter dans une autre série. Et on aura l'occasion d'en reparler avec la partie 5 sur Jabim et puis sur la fin de la partie 6. Donc on va pas trop s'étaler là-dessus sur l'épisode de la forteresse. Mais remarque, on va peut-être passer à l'épisode. On peut enchaîner directement, effectivement, sur l'épisode de la forteresse. Non, justement, sur l'épisode sur Jabim. Pardon, ouais. Je me mélange. Donc oui, c'est vrai que jusque-là, c'était pas vraiment des rebelles, c'était plus des réfugiés et puis des passeurs, quoi. Et là, en fait, finalement, c'est leur premier acte vraiment... peut-être qu'il y en a eu d'autres, hein, mais en tout cas, pour cette rebelle-là, ça semble être le premier acte vraiment de rébellion et pas juste de se cacher, quoi. Et donc, on découvre, tout un repère de rebelles sur Jabim. Jabim, c'était une planète dont on avait déjà entendu parler, non ? Oui, Jabim, c'est une planète dont on a entendu parler pendant la guerre des clones, mais sur le volet légende, si je me souviens bien, parce que c'était dans les comics République, je suis en train de vérifier en même temps, et oui, c'est ça, c'est les comics République, et notamment, donc en français, je crois que c'était tous ceux, les Clone Wars, ça n'a pas été traduit sous le nom de République, je me souviens plus bien, et c'est deux... alors, au scénario, c'est Blackman et au dessin Shing. Je connaissais pas du tout cette autre. Non, alors l'idée, en fait, globalement, la bataille de Jabim, ça a été une espèce de bousserie perdue par la République. Donc c'était face aux forces séparatistes. On avait le général Obi-Wan Kenobi, le commandant Anakin Skywalker. Donc c'était vraiment au début de la guerre, puisqu'il est encore commandant, il n'est pas général. Face à lui, la commandante Asajj Ventress, et donc une poignée de Jedi et une poignée de clones ont réussi en fait à maintenir globalement en échec les séparatistes, simplement le temps pour la République d'évacuer la planète. Mais ça a été
Voilà, c'était pas un moment glorieux des Clone Wars pour la République. Enfin, franchement, un moment glorieux de toute façon, mais celui-là, on va dire encore moins. Donc c'était un monde légende, pas un monde canon, mais qui revient en force, comme beaucoup d'éléments légendes, parce qu'il y en a encore toute une pelletée. Justement, j'allais dire que, comme dans le passage qu'on avait dans l'épisode 3, sur Jabim, on voit qu'il y a beaucoup de rebelles, de réfugiés qui sont passés, y compris beaucoup de gens qui ont de la force, et beaucoup de gens qui ont de la force qui ont été cités déjà dans le Legend. Donc, on a... sur la partie canon, a priori, on a Eno Cordova et Serra Junda. Donc, tu disais Serra Junda, c'est la personne qui accompagne Cal Kestis dans Fallen Order, et Eno Cordova, c'est son maître. Elle était l'apprentie, la padawan d'Ennio Cordova, pardon. Donc on a là encore une grosse ref, un gros lien avec Fallen Order, avec ces deux noms-là. Et après, comme tu le disais, il y a toute une pelletée de noms qui viennent du Légende. Et moi, je t'avouerais que pour la plupart, je comprends pas le lien. Simplement, des fois, en fait, j'ai l'impression que l'équipe de scénaristes a perdu un pari et qu'ils devaient intégrer le plus de noms possible du roman Les Enfants du Jedi. J'en ai déjà parlé, c'est pas une perle du Légende. C'est... Je vais nuancer mon propos parce que quand je l'ai lu, que j'avais une 12aine d'années, je l'avais trouvé très bien. Voilà, il y a une histoire d'amour et tout. Depuis, t'as pas loupé grand-chose en fait. Non, tout le monde m'a dit qu'il était... C'est le premier de ce qu'on appelle la trilogie Calista, donc avec Les Enfants du Jedi de Barbara Hambly. Le sabre noir de Kevin J. Anderson. Et de nouveau Barbara Hambly pour La planète du crépuscule. Les trois, tu peux les mettre de côté. Il n'y a pas réellement d'enjeux, il n'y a pas de choses qui sont forcément énormément reprises dans les bouquins d'après. Et donc, je comprends pas pourquoi on s'entête à nous coller des noms qui viennent de ce bouquin-là, de type, ou de nana d'ailleurs obscure, parce qu'on te parle de Jyn Altis, qui était le maître Jedi de Callista Min, qui était donc le love interest de Luke pendant ces trois trucs-là, et qu'on revoit pas après. Jyn Altis, il a juste un roman, il a été réintroduit après dans le Légende dans un roman de The Clone Wars, mais juste histoire peut-être de faire un lien. C'est vraiment pas un personnage important. On parle de Roganda Ismaren, qui était alors je crois me souvenir que c'était une ancienne Jedi, pas assez du côté obscur, un peu comme Mara Jade, tu vois, un peu main de l'empereur, etc., mais en moins flamboyant, et je parle pas que des cheveux. Voilà, et j'ai perdu Céline. Voilà, et c'est pareil, c'est un personnage qu'on voit juste dans Les Enfants du Jedi, et on en fait une mention dans le 2e tome du Nouvel Ordre Jedi par Aaron Alston. Donc c'est Enemy Lines 2 Rebel Stand, et je suis incapable de me souvenir du nom français, je suis désolée, mais c'est le 2e de la duologie d'Aaron Alston, où Luke et Mara repartent sur Coruscant, qui est occupé par les Yuuzhan Vong, parce que Luke a senti un truc dans la Force, et le truc dans la Force, en fait, c'est le fils de Roganda. Enfin, c'est un micmac. Tu me rappelles pas du tout. Je l'ai relu il y a pas très très longtemps, donc c'est pour ça, mais enfin... Ça n'a pas d'intérêt. Mais en dehors du fait de ne pas avoir, je trouve, d'intérêt de reprendre ces personnages-là, c'est déjà, je comprends pas pourquoi les mecs, ils taguent, ils gravent les murs avec leur nom. Je veux dire, c'est Queen Lenvo, c'était là, yes, peace. Non, ça... mec, t'es en train de te cacher. Non, mais tu veux pas dire ça, Lucie. Dans toutes les guerres, on sait qu'il y a des gens qui ont mis leur nom parce que ils sont en danger, ils ont un besoin d'éternité, ils gravent leur nom. Ça, oui, tu le retrouves depuis l'Antiquité. Donc, je sais bien. Je trouve que c'est pas incohérent. Enfin, je comprends. Après, en Corée, t'es traqué, tu vas pas laisser des indices. Enfin, je sais pas. Dans Jabim, voilà, alors que t'es traqué et que voilà, t'es des réfugiés, t'essaies quand même plus ou moins d'être planqué. C'est pas forcément la meilleure des idées. Ça confirme en plus,
à la rigueur, quand c'est des anonymes, tu peux dire, c'est des anonymes, mais quand c'est quelqu'un comme Queen Van Luss, c'est carrément, c'est a Jedi was here, quoi. Enfin, c'est ça, avec les gros symboles Jedi Order gravés et tout. Cela dit, il y a ce côté, tu sais, les premiers chrétiens qui gravaient des poissons sur les murs, etc. Ouais, c'est peut-être ça. Mais je sais pas, moi, d'un point de vue survie, tu vois, enfin, je sais pas, peut-être que j'ai un instinct de survie un peu plus haut que la moyenne, ou en tout cas que la moyenne des Jedi, mais ça me paraît pas logique, tu vois. Alors que tu fasses des petits dessins, des trucs un peu codés, peut-être par rapport à les gens qui passeront après toi, pourquoi pas, mais de marquer directement ton nom. Enfin, alors, Quinlan Vos, par exemple, il n'est pas noté. C'est une phrase que Obi-Wan lit et qui lui fait penser à Quinlan. Oui, ça, exact. Tu vois, donc il est pas moyen d'être... Non, mais je te dis, je pense que c'est parce que les gens, au contraire, ils savent pas s'ils vont survivre. Ils ont besoin de marquer pour l'éternité, quoi. Ou alors, c'est la production qui veut juste qu'on s'amuse avec notre pierre de Rosette à découvrir de qui il parle, etc. Bon, si on finit sur les enfants du Jedi, du coup, il nous restait Nikosmar ou Nishosmar. Ouais, je sais jamais comment le prononcer. Donc ça, pareil, c'est un Jedi qui devient un étudiant de Luke. Et qui meurt dans Les Enfants du Jedi parce que tout un truc, il a chopé une maladie dégénérative, machin, tout ça, puis il se sacrifie à la fin. Oui, je vous spoil le bouquin, mais de toute façon, il est pas très intéressant, donc enfin voilà. Les Enfants du Jedi résumé en 3 minutes. Même pas. Hein. Je peux te le résumer en combien de mots? Ne le lisez pas, 4 mots. Ouais. Voilà. Après, dans les noms, il y a des choses quand même un petit peu plus intéressantes. Par exemple, alors on va dire merci à Pierre qui a fait avec nous l'émission sur la vague 2 de la Haute République parce qu'il s'est amusé à déchiffrer. Moi, j'ai pas eu le courage. Et bravo. Notamment, dans ce qu'il a déchiffré, il y a deux initiales, enfin 2 lettres. On ne sait pas si ce sont 2 initiales ou si c'est un mot complet, mais T-Y-T, comme Théorique qu'on voit dans l'Orage Gronde, peut-être. Retour dans la Haute République. Potentiellement, on n'en sait rien. Là, on extrapole à fond. En plus, c'est même pas l'espérance de vie d'un Tolotien, donc va savoir. Hein, Non, mais après, ça veut peut-être juste dire qu'ils l'introduisent comme étant un prénom qui est répandu dans la galaxie Star Wars. Hein. Tout à fait. Hein. Nous, on y voit Yorick, mais ça a peut-être rien à voir. Après, le dernier... Enfin, non, il y a 2 noms qui sont intéressants. Bon, déjà, on retrouve encore Valin Alcyon, donc on en rajoute une couche. Hein. Je vais pas revenir encore sur Corran Horn, Valin Alcyon, mais... Voir notre émission. Voilà, faut revoir notre émission précédente. Et puis, bon, j'avance un tout petit peu, mais Corran, on le revoit dans la partie 6. Donc là, franchement, c'est même plus des indices, quoi. C'est... vas-y, hein, on te met des grosses flèches au sol. Suivez-nous, c'est par ici. Donc là, pour moi, le lien avec Rogue Squadron, il est évident. Après, je peux me planter, mais tu ressors pas comme ça un personnage emblématique comme Corran Horn. Tu fais pas du teasing comme ça s'il n'y a pas quelque chose de vraiment tangible derrière. Donc, je pense qu'on va le retrouver quelque part, hein, c'est sûr. C'est évident. C'est sûr. Et le dernier nom intéressant, c'est celui de Corwin Shelvey. Ça parle pas forcément comme ça, mais en fait, c'est un nom qui apparaît sur la liste que les inquisiteurs consultent, hein, leur liste des Jedi qu'ils recherchent, qui savent qu'ils ne sont pas morts. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le comics Dark Vador de Charles Soule. Là, par contre, lecture quasi obligatoire, hein, faut y aller à fond. C'est trop bien. Ça démarre, en fait, grosso modo... juste après l'Ordre 66, hein, ça commence par un genre d'autodafé, mais pour le coup, c'est pas des livres, c'est les sabres des Jedi. Donc on est vraiment au sortir de la guerre et de l'Ordre 66. Et on va avoir toute la création de Vador, hein, finalement, du personnage de Vador, parce que physiquement, il est déjà Vador, mais il y a toute son aura à construire. Et puis aussi l'Inquisitorius, hein, tout ce qui est le Grand Inquisiteur, les frères et les
sœurs, etc. Comment on les choisit, comment on les entraîne, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est dispo depuis un moment chez Panini Comics, donc pas besoin d'être anglophone pour se plonger là-dedans, hein. C'est traduit en français et il faut y aller, c'est vraiment très très sympa et c'est à mettre en parallèle avec Obi-Wan assez facilement. Bon, il y a d'autres petits noms, mais en gros, voilà, il y a en tout 15-16 noms, dont 3 canons qui vont être, non, 4, pardon, Ti, en considérant que Ti c'est canon, quoi. Les 2 de Fallen Order, et puis Valination, non, j'ai dit canon, mais en fait, ça c'était canon de 3 épisodes avant. Non, mais il y a beaucoup de name drops. Et après, c'est des noms de Legend, des noms qui viennent des livres. Et puis ceux qu'on n'a pas cités, c'est des jeux vidéo, des nouvelles, ce genre de choses. Des références, là, pour le coup, hyper obscures. Voilà, si ça vous intéresse, on file des liens, ou est-ce qu'on a trouvé ce genre de choses. Après, bon, très honnêtement, pas un grand intérêt non plus de se pencher là-dessus. Moi, je propose du coup qu'on continue, puisqu'on a parlé de tous ces noms. Donc, on voit quand même qu'il y a un réseau qui s'installe, un réseau par lequel transitent des gens plus ou moins connus, en tout cas connus de nous, spectateurs. Et on voit que ça commence à s'organiser. Et on a à la fois des gens qui sont impliqués et des gens qui en profitent, dans le sens pas profiteur, pas Asa qui est un peu entre les deux, mais plus ça bénéficie à des gens. C'est plus dans ce sens-là que je l'entendais. On voit dans la foule de réfugiés qu'il y a quand même du monde. Bon, ça c'est un reproche que je ferai à la série Obi-Wan, c'est qu'il y a énormément d'humains. Mais par contre, au niveau alien, c'est pauvre, hein. Au niveau non humain, t'as pas de Mickey, t'as 2-3 pelés. Alors tu vois que c'est des trucs, tu sais, genre les Rhodiens, c'est facile de mettre un masque, etc. J'ai trouvé ça vraiment oui, il y a un il y a peu de il y en avait un petit peu sur la planète quand ils retrouvent Leia qui a été enlevée. Donc c'était une espèce d'ambiance c'est en Madripoor. J'ai oublié le nom en plus. Donc il y avait l'espèce de dinosaure, il y avait des trucs comme ça, mais c'est vrai que là dans les rebelles, alors en même temps dans les rebelles, dans l'épisode 4 il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. C'est pas faux, c'est vrai que la trilogie originale ne brille pas par son inclusivité. Après il y a les moyens techniques de l'époque. Quand même, parce que quand tu regardes, il y a quand même certaines scènes comme la cantina où il y a énormément de non-humains, mais après tu sais que pour des raisons de budget, il y en a genre moitié moins que ce que Lucas voulait. Tout à fait. Donc t'imagines bien que aussi dans les autres scènes, c'était compliqué d'avoir des non-humains quelque part. Donc je mets un peu de côté la trilogie originale parce que tu sais qu'il y a eu des limitations techniques et des limitations de budget qui ont fait que on se retrouve qu'avec des humains. Ça excuse pas le fait qu'on se retrouve qu'avec des humains blancs, mis à part Lando, mais voilà aussi. Ah oui, dans la trilogie. Oui. J'allais dire, mais là dans Obi-Wan il y a quand même. Non, déjà les mecs ils sont sur Tatooine, je veux dire ils ont forcément le teint à aller, donc des blancs comme neige, t'en vois pas beaucoup. Mais c'est vrai que autant on avait eu quand même des efforts de diversité sur les précédentes séries comme The Book of Boba Fett ou Mondo, autant là on coûtait un peu entre soi, quoi. Tout le budget il est passé pas dans les make-up en fait. Dans le cachet d'Ewan McGregor. Ouais, potentiellement. Ceci dit, c'était mérité, mais... oui, non, mais tout à fait. Il tient la série, quand même. Oui, avec Moses William et Vivienne... J'ai pas retrouvé son nom de famille. C'est l'air... J'ai oublié. Non, bref, la petite Leia, là, qui est... Oh, j'adore la petite Leia.
Après, il n'y a pas énormément de choses à dire sur Zabib. En soi, on a quand même une photographie à un instant T d'une petite cellule. C'est pas encore la rébellion, mais voilà, on voit les prémices. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est ce qu'on attendait quand même énormément, c'était ce flashback Obi-Wan Anakin. Alors, quand même cette scène de combat, on sait pas trop dans quel temple Jedi, probablement celui de Coruscant, parce que ça a l'air d'être très en hauteur quand même. Mais ça ressemble pas tout à fait à Coruscant quand même. Ça doit être une salle qu'on n'avait jamais vue, je sais pas, parce que si on voit Coruscant à travers les fenêtres là. Je sais pas, ça avait l'impression d'être plus... Il y avait un côté un peu Alderaan, sans être Alderaan, mais tu vois ce côté un peu plus harmonieux des bâtiments. Tu vois, sur Coruscant, c'est quand même sur des arêtes très tranchées, tout ça. Là, il y a un côté plus doux. Mais voilà, après, je peux tout à fait me tromper dans mon interprétation. Puis on n'a pas tout vu de Coruscant. Hein. À chaque fois, on nous présentait le quartier du Sénat et celui du Temple. Donc, on peut tout à fait faire des erreurs d'interprétation. Mais voilà, c'était sympa, je trouve, de les revoir. En plus, c'est une scène qui finalement sur le moment, tu peux te dire pourquoi il nous remonte un flashback d'une scène de combat, etc. Bon, tu te rends compte que la manière dont ils combattent chacun, ça correspond à leur personnalité. Donc, c'est comme ça que Obi-Wan va défaire Vador et que Vador va défaire Obi-Wan. Hein. Il y a un jeu quand même, c'est une partie d'échecs entre eux deux. Et puis, il y a... on peut refaire un parallèle après avec ce qui se passe dans l'épisode 6 aussi. Et la chorégraphie, on a vu aussi des parallèles avec les combats qu'il y avait eu dans Attack of the Clone, où en fait, vraiment, il y a certains mouvements qui sont repris à l'identique. La revanche des Sith, tu veux dire Non. Bah si, t'as quand même des mouvements, leur manière de bouger qui rappellent énormément leur combat sur Mustafar. Tu pensais à quel combat, toi ? Je pensais que c'était un combat de Attack of the Clone, mais écoute, je me suis peut-être plantée. Toujours est-il que Anakin, lui, il a un look Attack of the Clone. Et il a son sabre laser ancienne version, donc a priori ça se passe avant l'attaque des clones. Non mais t'as raison, ils se combattent pas avant l'épisode 3, c'est moi qui... Je suis en train de... Je vois pas s'il a... Ça va être trop vite parce que j'ai l'image juste à côté. S'il a déjà sa main robot ou pas. Enfin, non, a priori... a priori, on voit pas de main robot. Et le sabre correspond à celui qui perd quand il perd son main. Oui, donc il a pas sa main. Il a pas perdu sa main, quoi. Il a pas perdu sa main. Par contre, c'est vrai que Hayden Christensen, on voit quand même qu'il a vieilli. Moi, je suis prête à le pardonner parce que je me dis, il y a un moment, il y a la limite de la technique. Je préfère avoir Hayden Christensen où on voit un peu les années plutôt que d'avoir un truc, un effet spécial un peu... C'est ça, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de critiques aussi. On a fait un deepfake sur Luke et puis on le fait pas sur Hayden. Alors déjà, faut se rappeler qu'on a fait des deepfakes sur Luke sur des moments statiques. Alors, on voit bien sa scène de combat contre les Dark Troopers là. Les Dark Troopers, ouais. Il a la capuche baissée jusque là. D'ailleurs, tu te demandes comment il y voit quelque chose. Avec la mais force. simplement parce que en fait, je pense technologiquement parlant, à un moment donné, c'était trop compliqué de faire un deepfake sur son visage qui soit suffisamment joli, ouais. Qui soit suffisamment joli et qui tourne avec l'action quand même. Et là, effectivement, je préfère me dire oui, effectivement, on voit les petites pattes doigts d'Hayden Christensen, ça correspond pas à ce qu'il était dans l'attaque des clones, parce que l'attaque des clones c'était il y a 20 ans. Il a vieilli, nous aussi, spoiler alert. Non mais tu vois, on dit il a vieilli. Non mais regarde-toi dans la glace. Franchement, aussi, pour 20 ans plus tard. C'est pas mal. Oui, et puis ça reste crédible. Alors c'est vrai que moi j'ai noté que quand même ils auraient pu le raser un petit peu plus près parce que tu vois que ça a dû être tourné en fin de journée, il s'était rasé le matin et il a quand même une ombre sur
sur le menton et la mâchoire. Il a aussi les traits qui s'affaissent un petit peu par rapport à cette époque-là, forcément. Mais les traits, je veux dire, tu peux rien, c'est comme ça. Mais l'ombre de la barbe, tu dis, vous auriez pu caler la séance rasage de manière à ce qu'il fasse très jeune. Regarde, par exemple, l'acteur qui joue Dawson, qui jouait Dawson. C'est ce que j'étais en train de penser. Il jouait un jeune de 16 ans alors qu'il en avait genre 25. Et j'avais lu un coup une interview où il disait en fait il se rasait deux fois par jour. Pour garder cet aspect petit jeune de 16 ans qui a 3 poils au menton au bout de 3 semaines sans rasage, quoi. Mais ceci dit, j'imagine que n'importe quel rôle sans barbe, si t'as une barbe qui se voit vraiment bien, ils sont obligés de se raser plusieurs fois par jour, j'imagine. Je suis pas un mec, je sais pas. Un mec acteur d'un grand film hollywoodien où t'as des gros moyens. Ouais. Après, voilà, c'est l'histoire de pinailler. Et puis bon, concrètement, voilà, c'est juste ce détail-là, je l'ai noté. Moi, je l'ai même pas vu. Alors, tu vois, ça doit pas être si visible. Non, c'est pas flagrant. Puis tu te dis, voilà, effectivement, on a tous pris 20 ans, en fait, depuis l'attaque des clones. Bien sûr. Donc, moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Ça m'a fait énormément de plaisir de les revoir tous les deux réellement, parce que quand t'as Hayden qui est derrière le masque de Vador, c'est pas tout à fait c'est pas du tout ça peut être n'importe qui. Là, en fait, j'ai kiffé vraiment les revoir et puis ces interactions. Et puis, on est vraiment, ça respecte énormément leur personnalité, à la fois dans la prélogie, à la fois à ce moment-là dans Obi-Wan, où est-ce qu'ils en sont. Tu te rends compte qu'en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas changé, mais il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Il y a des choses qui sont immuables dans ta façon d'être, en fait, quelque part. Voilà, c'était le petit bonbon super chouette. Et puis, bon, il n'y a pas que ça de super chouette dans cet épisode-là. Il y a aussi tout ce qui se passe avec Reva. Reva, où finalement, t'avais à moitié raison. Et oui, j'avais dit, mais peut-être qu'en fait, elle fait tout ça pour atteindre Vador parce qu'elle est gentille. Ha Ouais, est-ce que tu m'avais répondu c'est pas très gentil de couper des mains. Voilà, je maintiens ce que je dis. Pour moi, elle est pas gentille du tout. Elle est pas. Non. On peut même pas la qualifier de Jedi. Elle est. Elle a basculé. Elle a basculé à sa manière. Elle a basculé. Dans la haine, finalement. Mais en fait, elle a basculé pour la bonne cause à la base. Ouais. Je vois. Non, en fait, comment. Si, je vois ce que tu veux dire. Elle a basculé pour... Elle a infiltré le côté obscur pour détruire le côté obscur, sauf qu'elle s'est perdue en même temps. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve, c'est un grand classique chez les Jedi, on va le retrouver chez Luke dans l'Empire des Ténèbres, où il va comme ça faire style « je m'allie à l'empereur » pour essayer de détruire l'empereur de l'intérieur, sauf qu'en fait, il se prend à son... Enfin, c'est même pas son propre piège, il se prend au piège de l'empereur qui a eu plusieurs coups d'avance sur lui. Il a fallu qu'il demande de l'aide à Leia parce qu'il s'était enfoncé trop loin dans le côté obscur pour revenir tout seul. Mais à la base, ça partait d'une bonne intention, c'est s'infiltrer, c'est faire style. On a la même chose avec Quinlan Vos quand il part à la chasse à Odoku. C'est pas Odayu, mais c'est Odoku avec Asajj Ventress. Pareil, en fait, il va à moitié basculer pour tenter de détruire son ennemi. Au final, il détruit quasiment lui-même. Hop, j'ai perdu un écouteur au passage. Mais moi, je pense que, d'ailleurs, c'est peut-être un truc que je trouve dommage, c'est que je m'attendais à ce que... Enfin, elle dit, donc c'était pour avoir Vador, et puis elle fait le reproche à Obi-Wan, mais toi, t'étais pas là. Et je trouve ça dommage d'avoir pas poussé le curseur en disant... et puis, je voulais aussi me venger de l'ordre des Jedi, parce que c'est eux qui m'ont enlevé à ma famille, et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée sans rien du tout. Et que c'est pour ça que ça la dérangeait pas d'être une inquisitrice aussi. Ils ont pas poussé le curseur, manifestement parce qu'ils voulaient aussi peut-être la faire revenir après, mais je trouve que c'est dommage parce que ça aurait pu montrer pourquoi elle acceptait d'aller aussi loin dans la cruauté, parce que comme on le disait, quand même, ils vont très loin les inquisiteurs, et particulièrement Reva.
Et du coup, finalement, je trouve qu'on est un peu au milieu du gué avec Reva. Finalement, on ne sait pas si elle a fait semblant tout le long juste pour atteindre Vador ou si finalement elle s'est perdue dans le long du chemin, comme tu dis. C'est dur. Ou si finalement elle y trouvait quand même une raison. Ouais, parce que ça paraît quand même très... qu'elle veuille se venger de Vador parce qu'elle a compris qui il était en fait. Tout à fait. C'est la seule qui finalement a associé les deux personnages. Donc d'où le sentiment aussi de trahison de l'ordre Jedi, parce qu'elle sait que c'est lui qui est à l'origine de la purge. Mais ça, c'est un secret que les survivants Obi-Wan et Yoda se sont bien gardés d'éventer. Quand même, de dire attention, c'est Anakin qui a basculé du côté obscur et il est devenu Vador. Non, on a toute une espèce de mythe, d'histoire comme quoi Anakin est mort, Vador c'est une autre personne. Enfin, ils ont quand même bien caché. Alors, est-ce que c'est pour protéger les enfants? Est-ce que c'est pour protéger leur ESSEC? Je sais pas, j'ai pas la réponse à la question. Mais c'est vrai que on se met à la place de Reva, déjà qui se fait chasser dans le temple Jedi par des clones, qui découvre qu'en fait les clones ils sont aidés par Anakin, qui est donc un Jedi, donc elle est traquée par les siens en fait. Elle voit la mort tout autour d'elle, elle réussit à s'enfuir, on sait pas trop comment, c'est pas très clair. Elle dit qu'elle fait la morte, mais bon... Voilà, pour ensuite être animée de ce désir de vengeance suffisant pour quelque part traquer à son tour les inquisiteurs pour en faire partie. Tout ça pour se venger d'Anakin. On parle même pas de l'empereur, on parle d'Anakin avec cette fixette sur Obi-Wan. Enfin, c'est... Il y a quelque chose, qui a lâché dans l'esprit de Reva à un moment donné, puis qui a lâché bien comme il fallait. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être que finalement, elle a dévié tellement qu'elle se rend plus compte qu'elle est en train de tuer des enfants, faire ce genre de choses. C'est ça, comme tu disais, le curseur, il est plus là, en fait. La notion de bien et de mal, en fait, elle est complètement dévoyée. Là, on est à fond dans la fin justifie les moyens, justement. Et peu importe qui va se dresser sur son chemin, la fin, c'est la fin d'Anakin. Donc peu importe si je torture une gamine de 10 ans, si j'assassine toute une cellule rebelle, peu importe qui se trouvera sur mon chemin, en fait, j'en ai rien à foutre. Le but, c'est Vador. On passe quand même de novice du temple à grande inquisitrice. Et puis finalement, elle se retrouve face à Vador. Mais qu'est-ce qu'elle attend, quoi? Enfin, je veux dire, il y a un moment, est-ce qu'elle pense vraiment qu'elle peut battre Vador en face à face? Enfin, elle a clairement un peu fou, quand même. des illusions, des problèmes de rapport à la réalité. Et puis, j'ai bien aimé cette petite phrase de Vador. Tu pensais vraiment que je m'en rendrais pas compte, novice? Vraiment, on sent que lui, il a joué avec elle, en fait. Oui, depuis le début, il savait Depuis le début, c'est le chat avec la souris et que limite, ça l'éclate. Mais c'est pareil, il s'est servi d'elle parce qu'elle lui permettait d'atteindre potentiellement un but. Lui, c'est pareil, hein, la cellule rebelle... du passage, il n'y en a rien à secouer. Ce qui l'intéresse, c'est Obi-Wan. Mais de la part de Vador, tu t'attends justement à ce côté Hannibal, j'écrase tout sur mon passage pour arriver au but que je m'étais fixé, parce que c'est l'image qu'on a de Vador, c'est comme ça qu'il s'est construit aussi, je veux dire. Quand à partir du moment pour sauver ta bien-aimée, t'es capable de massacrer la moitié de l'ordre Jedi, je veux dire, t'es plus à une cellule rebelle près. Hein. Non, clairement. Il y a un fusil qui a lâché à un moment donné et puis ça a emporté une partie du cerveau. Il y a autre chose qu'on apprend dans cet épisode, c'est que un coup de sabre laser dans le ventre, ça ne tue pas. Oui. Parce qu'on a le grand inquisiteur qui revient tranquillement. Youhou, j'étais pas mal. Et puis, c'est pareil. Je suis pas bien. Je vais me traîner jusqu'à un an. Comme Link, mais ça va. Tout va bien les mecs, ça va.
On sait pas comment elle arrive à retrouver un vaisseau, sortir de Jabim, partir. Ouais, c'est le côté qui m'a un peu dérangée. C'est déjà pourquoi Vador ne la finit pas. Enfin, clairement, ils ont une manie en fait de laisser tous leurs ennemis à moitié morts. On va laisser la nature s'occuper d'elle-même. Et tu sais bien que la nature, en fait, non, ça marche pas. En fait, dans Star Wars, ça marche pas. C'est-à-dire que le type qui devrait mourir ne meurt pas. On l'a vu avec Fennec. On l'a vu avec Vador. J'allais te dire, oui, Anakin, il est bien placé pour le savoir quand même. Hein. C'est ça. Donc, je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il s'attend derrière à ce qu'elle survive et se dit si elle est suffisamment forte, je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Parce que ça serait pas la première fois en fait qu'il se sert d'un ennemi. Je veux dire, il y a qu'à voir rien qu'au sein des inquisiteurs, je veux dire, ils sont pas potes. Hein. Mais a priori, il la suit pas, tu vois. Enfin, je comprends. Je sais pas. Ouais, il y a un peu d'incohérence là-dessus. C'est pareil, tu vois. Alors, j'ai trouvé ça très sympa, puis très stressant aussi là quand Vador il arrête le vaisseau. Alors ça fait penser à beaucoup de choses, beaucoup d'autres scènes. Moi j'en ai une en tête, mais je vais spoiler de ouf sur quelque chose, donc je vais pas en parler. Non, mais la postlogie. Mais la postlogie, Kylo Ren, The Force Unleashed, The Clone Wars, ce qu'elle le fait, enfin. Voilà, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que quand tu vois Vador arrêter le vaisseau, tu fais mais la scène est vraiment très bien. Ouais. Tout. Tu le vois arracher avec la force les portes, machin, tout ça. Enfin, tu te dis, mais ils vont jamais s'en sortir. Là, t'es en stress. Et puis tu vois l'autre vaisseau décoller, tu te dis, mais pourquoi tu lèves pas la main? Il y a le deuxième vaisseau, t'as fait avec le premier, tu peux faire avec le deuxième, c'est pareil. Non, il a vidé son énergie, là. Il est en pause. Il est en pause. Non, je suis d'accord, il y a des petites incohérences comme ça. Et puis, moi, j'en discutais avec un ami, on disait, si un coup dans le ventre ne fait pas... Enfin, on sait que ça se soigne facilement dans l'univers de Star Wars, mais dans ce cas-là, pourquoi tu coupes pas la tête un bon coup? Enfin, je veux dire, il y a un moment, si tu sais que c'est soignable dans ton univers... Moi, je veux bien admettre que dans Star Wars, c'est super soignable. Mais dans ce cas-là, moi, si je veux tuer quelqu'un dans l'univers de Star Wars, je peux vous dire que je vais pas lui mettre un coup dans le ventre. Je vais m'en faire de la charpie. Ouais, tu fais à la mode Highlander, là, ou à la Mess Windu, tu vois. Exactement. Tu proprement, ça repousse pas. Hein. Et Jango Fett, lui, on l'a pas revu. Hein. Non, on a vu son fils, on a vu ses clones. Plein, pardon. Mais lui, non, Jango, il est mort de chez mort. Ah oui, la tête, là, c'est définitif. C'est pas comme dans Men in Black, tu sais, le type, tu lui exposes la tête et puis t'as l'autre qui a poussé. Ah, t'es pas bien, ça fait vachement mal. Il y a peut-être des espèces chez qui ça marche, mais en tout cas... Sûrement. Dans Star Wars, il y a sûrement des espèces qui ont la tête dans le ventre, je sais pas. Ou potentiellement, hein, je veux dire... On en revient à ce qu'on disait dans notre émission sur la vague 2 de la Haute République, avec toutes ces espèces qui sont en dehors de notre compréhension, comme les nuages électriques, là, et tout ça, orbaline, etc. Donc je pense qu'on en a fini un peu avec cet épisode. Finalement, il se passe pas tant que cette chose. Hein. Non, après, voilà, il y a juste quelques petites scènes un peu émouvantes. Donc oui, effectivement, le flashback Obi-Wan, Anakin. Il y a aussi la mort de Tala. Qui quand même, voilà, là, pour le coup, elle se prend un coup de blaster dans le bide, mais elle meurt. Ouais, mais c'est parce qu'elle a un détonateur thermique. Ouais, et puis je trouvais ça vachement poignant, la manière dont le droïde se penche sur elle pour la protéger malgré tout. Un petit côté K2SO dans Rogue One. Voilà, on nous montre des droïdes avec énormément d'humanité. C'est assez sympa, malgré que celui-là, il soit pas capable de parler. Il y a énormément de choses qui passent dans la manière dont il se comporte. C'est assez beau, c'est touchant. C'est vraiment émouvant. Mais c'est vrai que c'est un épisode qui est, en dehors de ça, qui est quand même assez plat. C'est du stand-off. Hein. Ils se regardent en face à face, en chien de faïence, là, qui va faire un mouvement le premier, qui va faire une erreur le premier, surtout. Aussi, oui. Alors, et on voit comment finalement Obi-Wan connaît suffisamment bien encore Anakin Vador pour le piéger avec cette histoire de vaisseau justement.
Et donc l'épisode 6, enfin la partie 6, souffre justement sur cette fuite. Alors on a encore un problème d'hyperdrive, je veux dire, c'est la panne récurrente dans Star Wars. Hein. Quand c'est pas le vaisseau Naboo, c'est le Faucon Millennium, et quand c'est pas le Faucon Millennium, c'est le transport rebelle. C'est fragile, ces choses-là. C'est fragile. Et puis, du coup, avec le Destroyer qui le talonne, on a un petit côté les derniers Jedi. Mais totalement, ouais. Là, c'est pareil, tu te dis, mais pourquoi ils lancent pas la chasse? Enfin, je veux dire, ils sont combien de TIE Fighters sur le Star Destroyer Oui, Star j'ai Destroyer. même pas pensé ça. Ils ont quand même des escadres de chasseurs taille, ils ont probablement des bombardiers, il y a des navettes. Enfin, je veux dire, il y a moyen d'aller dégommer, d'avoir. Alors que le croiseur se fasse distancer, ça, on sait, oui, les croiseurs sont plus lents que les transports, etc. Mais derrière, ils ont, à l'intérieur, dans le bide, il y a quand même des chasseurs, ouais, rapides et qui sont des chasseurs rapides. Alors, du dogfight, quoi. Donc, c'est comme avec, ça, je fais faire la même critique qu'avec les derniers Jedi sur cette partie-là, qui était un peu incohérente. Ouais, un peu incohérente, quoi. Bon, après, effectivement, ça sert. Mais dans les derniers Jedi, encore, et comment ils sont aussi face à un énorme vaisseau, donc tu peux te dire, ils se disent, ça sert à rien d'envoyer des petits chasseurs contre un énorme vaisseau. Mais là, contre un transport, franchement, il y a moyen, quoi. C'est ça, et puis au moment où Obi-Wan part dans sa navette et puis que les deux la séparent, tu dis, bah oui, effectivement, Vador, il va aller voir Obi-Wan. Hein. Mais pourquoi il n'y a pas justement la chasse qui décolle pas, justement, ou des navettes, enfin, je veux dire, il y a des transports, pourquoi ne pas avoir appelé un autre destroyer pour se mettre en un interdicteur, etc., pour se mettre en... Enfin, il y avait des centaines de moyens différents d'aller arrêter ce putain de transport. Alors oui, effectivement, ça pose un problème derrière. Qu'est-ce qu'on fait de Leia qui est sur le transport? Et comment on la ramène à Alderaan? Je pense que voilà, après le brainstorming était un peu compliqué. Non, mais moi j'ai dit à mon mari, non, mais en fait il faut chasser les rebelles parce que comme ça Obi-Wan lui va rester parce qu'il va pas pouvoir se barrer en se disant je suis là, je veux me barrer pour pouvoir les attirer ailleurs. Si ça les attire pas, je vais pas me barrer. Et donc là, t'as tout gagné parce que t'as les deux. Donc j'ai dit que je faisais un meilleur Vador que Vador. C'est ça, puis je vois d'ailleurs la tronche de l'Inquisiteur quand Vador donne l'ordre d'aller à la poursuite de la navette d'Obi-Wan. Tu sais, c'est limite le fait spam, genre putain mais quel con, patron. Ça fait aussi le parallèle avec Kylo Ren qui dit mettez tout sur Luke alors que ça n'a pas de sens. Je pense qu'il en a eu assez là. C'est ça. Mais c'est tout à fait ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, ils sont tellement fixés sur leur objectif qu'ils sont pas capables de voir autre chose. Et justement, Obi-Wan, connaissant Anakin, sait comment il fonctionne, se doute que Vador fonctionne de la même manière, plus ou moins, donc il en joue. Et c'est pour ça que ça marche. Vador, mais c'est vrai que d'un point de vue stratégique, voilà. Après, c'est vrai qu'il fallait bien un prétexte pour nous amener le rematch du siècle, hein, comme ils nous l'ont vendu. Et j'avoue que... Quoi? C'était... Non, il est pas mal quand même. Ah oui. Ah si, il est bien. Ah oui, non, j'ai vraiment kiffé. Enfin, je veux dire, c'est... Très honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs combats de sabre laser de la saga, si c'est pas le meilleur. J'irai jusque-là. Ah non, quand même. Ah si. Écoute, jusque-là, pour moi, c'était un combat d'Obi-Wan, c'est le combat contre Dark Maul. celui-là était vraiment... le Fate, ouais. Mais là, je sais pas, il y a un truc, il y a énormément de mouvements qu'on n'avait pas vu avant. Tu sens bien le côté encore plus finalement que le duel sur Mustafar. Le duel sur Mustafar, il était chiant parce qu'au final, il allait vite, mais c'était toujours les mêmes mouvements. C'était attaque en haut, attaque en bas, pouf, pouf. Il n'y avait pas de variation, il n'y avait pas de volte. Enfin voilà, c'était vraiment... il était chiant le combat. Si tu le décortiques, il est vraiment chiant au niveau des combats, des mouvements, il est vraiment très simple. Oui, là, tu as des... Ils se tournent autour, à un moment donné, ils sont dos à dos, ils se tiennent les mains, ils se donnent des coups, enfin, je veux dire, Obi-Wan, à un moment donné, il recule parce qu'il s'est pris depuis un coup de coude de Vador, enfin, ça devient vraiment... ça devient sale comme combat, quoi.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un effort pour être entre Mustapha et les combats de Vador dans la trilogie originale. Je trouve qu'il y a un vrai effort pour se placer dans la continuité. Mustafar, comme tu dis, c'est péchu, mais voilà, ça reste, c'est presque la chorégraphie, quoi. Et finalement, dans l'épisode 5, par exemple, contre Luke, Vador est un peu, je suis tranquillou, mais de temps en temps, je te balance un gros truc dans la tronche avec la force et tout. Et là, il y a ce petit côté aussi, voilà, j'hésite pas à balancer des trucs, à utiliser la force, utiliser les, comme tu dis, les points, les machins. Et je trouve qu'il y a vraiment un bel effort d'être entre deux. Il y a une cohérence, quoi. J'avais pas noté ça. Effectivement, l'usage de la force, quand tu le vois faire un force push sur le sol là qui s'ouvre et tout sous Obi-Wan, c'est juste magique. Mais je trouve vraiment, je reviens sur les mouvements. T'as énormément de choses. Obi-Wan il fait des roulades, des esquives. Là, t'avais l'impression, tu sais, il manquait plus que la manette. T'es vraiment le combat Cal Kestis, les combats dans Fallen Order. Là, t'appuies sur X, 0. Croix, carré, rond, machin. Putain, c'est quoi le combo déjà pour la roulade? C'est exactement ça. J'ai rigolé toute seule. Parce que du coup, en fait, à revoir l'épisode avec la forteresse Inquisitorius, ça m'a énormément démangé de remettre Fallen Order. Et donc, je m'y suis remise. Voilà, c'est pour ça que ça... Bon, bref, mais voilà, j'ai trouvé vraiment ce combat, ce double combat, parce qu'il est quand même en 2 parties, qui est vraiment extraordinaire d'un point de vue chorégraphie. Il est extraordinaire, c'est vraiment un très très beau combat. On a noté aussi que la réalisation est magnifique, avec la finesse, avec les yeux de Anakin qui commence bleu Anakin, j'ai envie de dire, et qui à un moment donné passe au rouge côté obscur, comme à la fin de l'épisode 3 où quand il est dans le temple, il est vraiment au rouge. Donc on a aussi cette évolution de la colère d'Anakin qui monte quand il dit que c'est lui qui a tué Anakin. Après, il est Vador. Preuve que en fait Anakin est toujours là, et c'est bien la preuve qu'on a dans l'épisode 6 aussi. Finalement, il s'est convaincu lui-même qu'il a totalement éradiqué Anakin, mais ce n'est pas le cas. Et là, c'est là aussi où on sent la cruauté de Vador, en fait, parce que tu vois, Obi-Wan il est extrêmement touchant quand il défonce le casque d'Anakin. Donc on voit une belle partie du visage d'Anakin. On voit aussi à quel point il est amoché, et donc c'est à ce moment-là que Obi-Wan il intègre réellement que Vador est Anakin, puisque jusque-là en fait il était caché par le masque. Derrière le masque tu peux mettre n'importe qui, mais là il a la preuve visuelle. Vraiment il peut plus se mettre des œillères. Il a effectivement son ancien padawan devant les yeux, et il est absolument bouleversé de voir ce qu'il est réellement devenu, ce qui lui a aussi infligé quelque part, si Anakin physiquement, et comme ça c'est la faute d'Obi-Wan. Ce qu'il a à l'intérieur, non, mais physiquement, oui. Et donc il y a ce truc de il est désolé, il est bouleversé, il passe par 15 000 émotions à la fois, et puis tu sens cette espèce de... En fait, Vador, il est à l'affût. Il est à l'affût de la faiblesse d'Obi-Wan, justement. À ce moment-là, tu sens, il y a quelque chose dans le regard, qui a un côté presque prédateur. Il est encore bleu, le regard, mais il y a un côté un peu prédateur. Et il va, quand Obi-Wan lui s'excuse... Vador va changer, c'est à ce moment-là que son œil devient rouge. Il dit mais t'as pas tué Anakin, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, vraiment il y a ce côté toi les enfants se secouent, je deviens extrêmement cruel, je retourne le couteau dans la plaie bien comme il faut, et le switch justement à ce moment-là de l'œil qui était bleu foncé et qui devient zone rouge de Sith, visuellement c'est magnifique, c'est vraiment... Et le fait de poser ces mots-là, de dire que
Anakin est mort, qu'il a été tué. Ça fait complètement référence à l'épisode 4 où Obi-Wan dit que Anakin est mort d'un certain point de vue. Tué par Vador. Et voilà, on voit que ça fait le lien sur le fait qu'il considère que c'est d'après finalement Vador lui-même que c'est Vador qui l'a tué. Et, alors, autant tu vois, j'ai beaucoup aimé le combat, j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'elle est extrêmement bien travaillée d'un point de vue visuel, hein, ces alternances de rouge et de bleu, alors non seulement dans l'œil de Vador mais aussi les reflets de sabre laser, et puis ce mélange des voix de Vador et d'Anakin. Je l'ai regardé en VO, donc vous avez le mélange de la voix d'Hayden Christensen avec celle de James Earl Jones. C'est un truc, j'ai regardé 3-4 fois la scène, j'ai les poils à chaque fois. Hein, et puis en plus, il y a eu un gros travail de la part d'Hayden Christensen pour avoir un phrasé qui se rapproche, qui soit calqué en fait sur celui de James Earl Jones. Donc ça marche vraiment bien d'avoir ce début de phrase Anakin et la fin en Vador. C'était vraiment super chouette. Après, moi, là où je suis très perplexe, encore une fois, cette manie de pas finir son ennemi. Mais là, que ça soit l'un ou l'autre, je veux dire, pour moi, là, c'est pas logique que Obi-Wan s'en aille. Alors, en fait, ça peut l'être à un certain niveau si tu dis que Obi-Wan, là, il se rend compte qu'en fait, il avait quand même un peu la main sur Vador, mais tu peux dire que c'est vraiment du match nul, et tu peux dire, ok, je suis Obi-Wan, j'ai 2 Jedi à protéger derrière, Luke et Leia, donc il faut peut-être pas que je me fasse tuer, parce que derrière, je serai plus le rempart entre les enfants et Vador. Et d'un autre côté, tu te dis, mais t'as la chance de ta vie, là, d'anéantir un monstre, et tu la saisis pas. Mais par contre, après, tu vas aller faire chier le fils du monstre Luke, ouais. En lui disant, tu dois affronter Vador. Ouais. Tu dois affronter Vador à nouveau. Puis quand Luke lui dit, je ne pourrais pas tuer mon père. Enfin, c'est logique, c'est son père, quoi. Même s'il le connaît pas, c'est son papounet, quoi. Et l'autre, il va dire, oh, c'est plus une machine qu'un homme. Mais tu l'as pas fini il y a 10 ans, là. Qu'est-ce que tu viens faire chier? Enfin. Alors, c'est sûr qu'effectivement, il y a plus d'affect entre Anakin et Obi-Wan qu'il n'y en aura jamais entre Anakin et Luke. Ah bah, ils ont passé plus de temps ensemble, ouais, c'est sûr. N'empêche que la filiation, à partir du moment où tu découvres qu'un type est ton père, je sais pas comment, à un moment donné, tu peux aller l'assassiner, même si c'est le plus gros connard de toute la galaxie. Je veux dire, ça reste ton père, quoi. Donc... pour moi, ça se finit un peu l'épisode, la série, la saison, c'est ouvert, se finit un peu en eau de boudin, justement, par rapport à ça. Je trouve que c'est pas cohérent. Moi, j'aurais préféré avoir un truc où Obi-Wan, il s'échappe, mais à un de justesse, quoi. Ouais, de justesse, genre, il est un peu comme... mais je pense qu'il pouvait pas le faire, parce que après, dans l'épisode 4, Vador dit la dernière fois, vous étiez le maître, donc il fallait que Obi-Wan finisse par avoir le dessus. Mais à ce moment-là, il aurait peut-être fallu que ce soit Vador qui fuit, mais ça faisait bizarre d'avoir Vador qui fuit. Ouais, mais tu pouvais avoir, tu vois, parce que là, en fait, si tu veux, Vador, il est salement amoché. Hein. Puis, Obi-Wan, il a joué sale sur le combat. Je veux dire, les coups de pommeau de sabre laser dans le buste, ouais. Dans le buste, là, dans l'espèce de boîtier de poitrail. Je veux dire, c'était pas classe. Si, visuellement, c'est hyper classe, mais de la part d'un Jedi, ça l'est pas. Non. C'est vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve qu'en fait, il aurait fallu qu'à ce moment-là, Obi-Wan soit lui aussi sacrément amoché, tout en ayant encore le dessus, pour quelque part que ça soit crédible. Pas que le combat n'était pas crédible, mais la fin est... Du coup, ouais. La fin, c'est vraiment une redite de l'épisode 3. En fait, Obi-Wan est toujours persuadé que Anakin est quelque part là. Et quelque part, il peut toujours pas tuer son frère. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu incohérent par rapport à ce qu'il va demander à Luke plus tard, quoi. C'est un peu dommage. Après, je voulais juste reparler d'un petit truc là par rapport au casque de Vador, parce qu'il y a 2 éléments qui peuvent être intéressants de mentionner. C'est un que
Alors, j'ai pas revu dans le premier épisode quand on voyait Vador pour la première fois, la tête nue en tout cas sans son masque, s'il avait déjà la grosse cicatrice qu'on lui voit dans le Retour du Jedi, qu'on lui ôte son casque. Il a une énorme cicatrice sur le haut du crâne à droite. J'ai lu des théories comme quoi ce serait le coup de sabre d'Obi-Wan, qui en fracassant le crâne lui aurait créé cette cicatrice qu'on lui voyait pas avant, qui n'existait pas dans la Revanche des Sith. L'autre chose, c'est un parallèle. C'est de dire que Obi-Wan a fracassé la moitié droite du casque de Vador. Ahsoka à gauche, mais le seul qui n'aurait jamais réussi à retirer complètement le masque de Vador, c'est Luke. Et c'est lui qui termine l'arc de rédemption d'Anakin. Donc voilà, c'est un petit, c'est la symbolique en fait, c'est de dire que Ahsoka et Obi-Wan ont essayé d'atteindre Anakin, de le ramener, mais celui qui l'a fait, c'est celui qui lui a complètement ôté le casque. D'ailleurs, il lui ôte le casque après d'ailleurs l'avoir ramené, et c'est lui, c'est son fils. C'est juste une petite image, un petit parallèle qui est peut-être intéressant à souligner. Après, moi sur le reste de l'épisode. J'allais dire la même chose. Moi, l'arc de Reva, là, sur la fin, je suis pas du tout emballée. Je trouve que, d'abord, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle y va. Enfin, est-ce que c'est pour se venger d'Anakin en ayant compris que c'était le fils d'Anakin, ou est-ce que c'est pour se venger d'Obi-Wan parce que finalement, elle avait l'impression de se faire arnaquer par Obi-Wan? Je sais pas, je comprends pas trop. Tout ça pour faire une... Bon, après Beru qui sort le fusil, ça c'est... elle est géniale. Elle est trop badass, là, quand Owen, il est au sol et tu lui cries « Beru, elle arrive !» Et puis l'autre, Reva, elle rentre dans la pièce et paf, elle se prend une tannée de la part de Beru, là, qui est là. Elle est toute queuse, mais alors, punaise, elle est vive. Hein. Mais le personnage de Beru, on l'avait... Enfin, jusque-là, c'était un personnage presque inexistant, et ça y est... Voilà, c'était un pris son emprise et ça y est, elle est badass. Le petit but, la poursuite, pourquoi pas. Bon, mais après, ça tombe encore un peu à plat. Finalement, elle se dégonfle au dernier moment. Obi-Wan, moi je m'attendais, tu vois, en même temps, alors que bon, il vient de l'autre bout de la galaxie encore une fois. Enfin... Ouais, moi je m'attendais, tu vois, à avoir Obi-Wan au dernier moment, tu sais, en mode, tu sais, un peu comme Anakin qui protège Obi-Wan du comte Dooku dans l'épisode 2, tu sais, au moment où Dooku s'apprête à il plonge là avec son sabre, il bloque la lame. Je m'attendais à un truc comme ça, et puis qu'il finisse Reva, et puis qu'on en finisse, tu vois, avec un truc du style, elle meurt dans ses bras en lui disant j'ai merdé, retrouve la force, machin. Enfin, tu vois, un côté parce que finalement, des arcs de rédemption dans Star Wars, t'en as aucun qui finit bien. Hein. Je veux dire que ce soit Vador, Kylo Ren, etc. Enfin, je veux dire, il y a un côté assez définitif. Dans le canon, en tout cas, hein, quand tu passes du côté obscur, tu peux pas avoir d'arc de rédemption derrière. Mais c'est aussi un classique, j'ai envie de dire, des récits. Parce que tout simplement, tu peux pas conclure. Après, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire un procès à Vador parce qu'il a tué des gens, mais tu vas pas le tuer et tu vas pas lui faire une peine de mort parce que, en fait, c'est un classique. Tu finis par tuer le méchant parce que tu sais pas quoi en faire, en fait. Ouais, alors après, je te dirais, tu regardes l'arc du Ligue Keldroma dans les Légendes des Jedi, où il finit comment elle s'appelle, Nomi Sunrider le dépossède de ses pouvoirs, enfin le coupe de la force, donc il a plus du tout de pouvoir et il s'exile sur une planète, je sais plus où, etc. Et c'est une dizaine d'années plus tard la fille de Nomi, donc Vima, qui retrouve Uli, qui lui demande de l'entraîner parce que elle, c'est la fille d'une très très grande Jedi, donc il y a quand même des attentes par rapport à elle et ses pouvoirs, et ça lui fout la trouille. Donc elle préfère aller voir Uli, qui est l'ancienne amante de sa mère,
faire pour qu'il l'entraîne malgré qu'il ait plus de pouvoir, etc. Il y a tout un arc de rédemption, tout un tome de des légendes des Jedi qui est consacré à Ulic Qel-Droma et qui est assez intéressant parce que justement on sort de ce truc de le méchant ne trouve la rédemption que par la mort. Oui, non, mais je veux dire, ça reste un trope très répandu, et pas que dans Star Wars. Oui. Et en effet, on va dire Kylo Ren, déjà, rien que dans les films Star Wars, t'en as une pelletée. Mais c'est vrai que du coup, là, on change. Reva, elle survit. Mais du coup, ça pose aussi un peu la question de qu'est-ce qu'elle va faire, pourquoi est-ce que Obi-Wan la recontacte jamais, je sais pas. Déjà, pourquoi Obi-Wan la laisse vivre ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand t'as éventé le secret des 2 enfants les plus importants de la galaxie, je comprends pas comment il la laisse partir. Enfin, non, mais tu peux pas la tuer alors qu'elle est gentille, qu'elle est en train de faire une rédemption. Je sais pas, sans la tuer, tu vois, tu peux te servir de la force pour aller lui brouiller l'esprit. Et alors ça, c'est pas cool, c'est pas très Jedi, mais c'est toujours moins pire que la mort. C'est moins pire que la mort, hein, j'ai envie de te dire. Et puis, je sais pas. Alors, moi, le seul intérêt que je vois à cet arc de Reva sur Tatooine, c'est de montrer l'attachement d'Owen et de Beru à Luke. Oui. Mais ce qu'on avait déjà entrevu avec la façon dont Owen se comporte en papa ours au début, face à Obi-Wan, comment il l'envoie chier, on n'a pas besoin de toi, etc. On sent que, voilà... non seulement il prend sa mission de s'occuper de Luke au sérieux, mais que Luke c'est son fils en fait. D'ailleurs c'est un truc que je ne comprendrais jamais pourquoi ils lui ont laissé le nom de Skywalker à ce pauvre gamin. Enfin je veux dire, tiens, on va te planquer, mais on va te planquer sur la planète natale de ton père et on va t'appeler Skywalker. On est plus à une ta sœur par contre bon, oui, et puis bon, après, c'est une incohérence qui peut s'expliquer par le fait qu'à la base, Luke n'était pas du tout le fils de Vador, mais voilà, elle va après rattraper les conneries de Lucas. Hein. Mais ouais, j'ai trouvé ça... c'est pas le personnage de Reva en lui-même hein, que je l'ai beaucoup aimé jusque-là, mais dans cet épisode 6, je comprends pas son intérêt du tout. Enfin, toute la fin de l'épisode, en fait... m'a laissé très perplexe. Je vais te dire, heureusement qu'il y a le combat justement pour relever le niveau, et le combat qui est très très chargé en émotions. Voilà, c'est les scènes, une fois que Vador a son casque à moitié pété, moi j'ai les poils, les larmes aux yeux, enfin vraiment c'était hyper émouvant. Bon, alors le reste, j'étais devant la télé. Ouais. Voilà quoi, pareil, Obi-Wan qui retourne sur... Alors déjà, tu sais pas comment Bail et Brea ont récupéré Leia. Là, t'as un gros trou dans la raquette quand même. Tu sais pas comment... Alors oui, ils étaient pas loin de redémarrer leur hyperdrive, mais comment ils en sont arrivés quand même à redonner Leia à sa famille. Donc ça fait un peu... elle a dit on savait pas comment faire, alors on fait ça comme ça. Hein. Elle a dit où est-ce qu'elle habitait, puis ils l'ont déposée. Ouais, enfin... Non, mais... oui, moi je trouve que le dialogue, il tombe complètement à plat. Enfin... Il y a des... Et quand elle lui dit on doit aller dormir, c'est super drôle. Mais après, le fait de... quand il parle de ses parents, la petite description et tout, c'est très chouette. Mais à la fin, je sais pas, pourquoi elle lui dit pas, mais j'ai des parents. Je sais pas, ils sont à 50 mètres, là, juste devant elle, et il n'y a pas une mention pour les organes, quoi. Enfin, je sais pas. Non, puis surtout, en fait, elle n'est pas censée savoir... Enfin, tu vois, elle ne sait pas qui est son père. A priori, elle sait... Enfin, en tout cas, dans les légendes, je sais pas trop dans le canon, mais dans les légendes, elle sait elle est la fille de Padmé. Parce qu'on sait, enfin, d'après le retour du Jedi, qu'elle a des souvenirs de sa mère, sa vraie mère. Ouais, après qu'elle sache son nom. Voilà, mais après, je sais pas en fait si elle est censée connaître son nom, parce que connaître son nom, Padmé Naberrie, Padmé, tu peux facilement la lier à Anakin aussi quelque part. Donc je sais pas, c'est très
c'est très étrange cette scène. Alors c'est vrai elle est chouette, je veux dire, c'est Obi-Wan qui se rappelle voilà de la mère, du père, etc. Mais pour moi, elle a rien à faire là, cette scène. Elle a pas... il part du principe que Leia connaît au moins l'identité de sa mère. Et puis, c'est pas logique derrière que Leia cherche pas à en savoir plus sur l'identité de son père. Je pense pas qu'il parte du principe qu'elle connaît l'identité de sa mère. Hein. Je pense qu'il lui décrit juste dans les grandes lignes comment étaient ses parents. Je pense pas qu'il y ait un truc par rapport à l'identité. Ouais, je sais pas, c'est... J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression je suis d'accord avec toi, je trouve que ça a pas trop d'intérêt parce que finalement, quand ils en avaient parlé dans le transport, la fin, derrière la taupe et tout, il y avait quelque chose. Mais là, ça revient tout à la fin. Et puis, encore une fois, pour moi, c'est le moment où elle est avec les Organa. Et finalement, c'est pas ça le plus important. C'est pas d'avoir une famille. Enfin, je sais pas. Ouais, puis le fait, en fait, de lui dire... moi, je me mets à la place d'une gamine adoptée, qui sait qu'elle est adoptée. Il n'y a pas de tabou là-dessus. On lui dit, tu ressembles à ta mère... biologique, à ton père biologique, mais je peux pas te donner leur identité. Je crois que quelque part, je préférerais pas savoir, en fait. Me dire, attends, là, il y a un type, il a connu mes parents, quoi. Mais je connais pas leur identité, je sais rien d'eux. Enfin, tu vois, c'est pas... Il y a un truc qui est pas logique, c'est presque cruel, en fait. Tu vois... moi, de toute façon, rien que comme Luke, quand il parle avec Owen et que Owen lui dit il a dû mourir la même année de ton père, il connaissait mon père. Tout de suite, il part au quart de tour, quoi. Enfin, il a envie de savoir, Luke. Mais et Leia, c'est pareil. Ouais. Ça me paraît bizarre. Ouais, mais de toute façon, tout le retour sur Alderaan, pour moi, c'était ni fait ni à faire. À la limite, tu vois, il faisait un colis à Leia avec Lola pour lui rendre Lola, tu vois. T'imagines la petite Leia là qui ouvre son colis avec Lola qui sort, pouf, elle va, tu l'imagines, la manière dont, si j'avais été réalisatrice, vous m'aviez confié les rênes de cet épisode, voilà, j'aurais probablement fait un truc comme ça où tu vois Leia qui ouvre son colis UPS là, avec Lola qui s'en envole et puis la gamine un sourire jusqu'aux oreilles parce que Edune elle a récupéré sa Lola mais elle sait que derrière c'est Obi-Wan qui lui a envoyé quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une petite étiquette from Obi-Wan with love quoi. Et on en parle du All-Star quand même, Alors d'abord le All-Star, moi j'ai regardé l'épisode 4, elle en a pas, donc à part dans l'épisode 6, elle en a pas, donc c'est pas un attirail super, légendaire de Leia, quoi. C'est pas un sabre laser, ou c'est pas... Non. Est-ce que franchement, c'est je trouve que il lui ressemble même pas dans l'épisode 6, franchement, je ne comprends pas. Et en plus, moi, je me mets à la place de Bail Organa. J'ai une planète pacifique et ma gamine se balade avec un holster toute la journée. Ça m'énerverait un petit peu quand même. Alors, est-ce que ça préfigure pas le fait que Leia devienne quelque part une guerrière, devienne une figure de proue de la rébellion? Enfin voilà, ça manque de subtilité. Les armes face à l'Empire. Oui, mais ça manque de subtilité. Ouais, c'est un peu au forceps. Ouais, mais en même temps, si tu veux, c'est garder un souvenir d'une femme forte qu'elle a croisée et qui a finalement, façonné un peu son chemin, si tu veux. Peut-être qu'aussi, c'est nous, on peut le voir comme un hommage à Tala dans ce que Leia est devenue plus tard, parce qu'elle a vu réellement ce que c'était que voilà, le passage, etc. C'est probablement quelque chose qu'elle va répéter à Bail Organa et qui, lui, va en parler à Mon Mothma et à tous les autres avec qui il va créer la rébellion. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas, je trouve que finalement, la première des rebelles, c'était Tala, quoi. Ça retire un peu de crédit à Bail Organa et Mon Mothma. Et on en revient aux scènes... justement, créer la rébellion. On en revient aux scènes de l'épisode 3. Exactement, de l'épisode 3 avec Padmé aussi. Et que, oui, c'est vrai. Et que finalement, c'est lui, c'est ses parents d'adoption qui normalement étaient censés
la mener vers la rébellion. Et ça paraît aussi logique avec le fait que dans l'épisode 4, elle est dans un vaisseau qui joue le jeu de la rébellion. Je sais pas. Ça, moi, je suis pas fan de cette intro de cette espèce de passage de relais de Tala vers Leia par le Holster. Bah, tu remarqueras que Obi-Wan fait toujours des passages de relais un peu chelous, hein, parce que bon là c'est Tala, elle aurait aimé que tu l'aies. Bon, à aucun moment il y a eu une ligne de dialogue qui disait ça. Et quand il file à Luke le sabre laser d'Anakin, ton père aurait voulu que tu l'aies. Alors déjà ton père il est pas au courant que tu existes, et ensuite tu lui as volé son sabre Obi-Wan, alors tu donneras mon sabre laser à ma descendance s'il te plaît. C'est ça. Donc bon, si tu veux. Après, il y a une certaine cohérence de ce point de vue-là, mais je trouve que du coup, la série, c'est dommage, se termine un peu en eau de boudin. Moi, je pense qu'on peut en faire le bilan, hein, du coup, là, cette fois. Donc, on a eu une première partie qui était très, très alléchante. Moi, j'étais très hypée sur cette première partie. La deuxième... Mis à part finalement le combat Obi-Wan Anakin là, sur la planète rocheuse avec les espèces de spires rocheuses et tout, et puis cette scène de Anakin face à Obi-Wan, enfin Anakin Vador face à Obi-Wan, bon, tu mets ça de côté, la deuxième partie est quand même pas folle, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je pense que voilà, ça manque un peu encore de background sur Reva. Il y a, voilà, le personnage n'est pas assez fouillé sur ses motivations. Voilà, comme on disait, on ne sait pas vraiment comment elle a pu devenir une telle inquisitrice, vraiment. Et on ne sait pas pourquoi vraiment elle va chercher Luke finalement. Ça paraît un peu bizarre. Tout ça pour finalement se dégonfler en 30 minutes, quoi. Donc finalement la motivation elle était pas si importante que ça. Elle est blessée, et puis t'as vu Owen il l'a retapé pile là où elle était blessée aussi, hein. Il la joue ça, hein, tout ça dans leur combat, hein. C'est pas la loyale, hein. Voilà. Et alors par contre j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir un peu dans la forteresse des Inquisiteurs. Bon, moi j'ai pas joué à Fallen Order donc ça m'intéresse un peu plus, peut-être toi tu connaissais par cœur donc non. Tourne à droite, à gauche. Non, t'es pas allé de mon côté. Mais c'est vrai que globalement, sur tout ce qui se passe, presque t'aurais pu en faire deux épisodes au lieu de 3. Voilà, condenser un peu Jabim Forteresse et puis le combat de Vador et puis pas faire ni Eldorn ni Tatooine. Je pense que c'était suffisant, quoi. Et bien sûr, ça nous enchaîne aussi sur est-ce qu'on a envie de voir une saison 2 ? Et bien, si déjà sur la fin de la saison 1, il faut qu'ils tirent un peu la sauce, est-ce qu'ils ont vraiment du matériel pour faire une saison 2, quoi ? Clairement pas, puisqu'ils en ont pas prévu. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'ils brodent depuis le début. Et moi, j'y crois moyennement. Enfin, je pense que s'ils font une saison 2, ils vont se planter. Ah ouais, je comprends, hein, tu vois, l'envie de Ewan McGregor et d'Aiden Christensen de continuer à jouer dans Star Wars sera à leur place, j'aurais envie de continuer. Et puis, quelque part, j'ai envie de les revoir parce que je les aime beaucoup tous les deux. Bien sûr. Mais voilà, on nous a vendu Obi-Wan comme étant une série one-shot. Voilà, au départ, ça devait être que 4 épisodes, ça s'est transformé en 6. Je pense que ça pouvait être fait en 4, clairement. Ah oui, mais attends, c'est parce que pendant un moment, ils parlaient de, je sais plus, 9 ou 12, et qu'ils ont réduit parce qu'ils n'avaient pas assez de matériel. Donc, on voit quand même que... Mais moi, clairement, je suis pas hypée pour une saison 2. Je pense que ça, y a pas, encore une fois, comme tu le dis, il y a pas le matériel. C'est-à-dire que, là, c'était sympa de voir une tranche de vie d'Obi-Wan. Je trouve que ce qui était très, très sympa, c'est de nous avoir emmenés là où on s'y attendait pas du tout, c'est-à-dire avec Leia. Et les interactions avec Leia sont juste phénoménales. C'est elle qui porte la série. On voit bien d'ailleurs qu'à partir du moment où elle est séparée d'Obi-Wan, donc toute la deuxième moitié, finalement, il y a moins de saveur. C'est moins succulent, c'est moins
Et voilà, il n'y a pas les moins de interactions pêche, aussi. Oui. Voilà. Et ce qui Ça est manque intéressant, d'empathie, ça manque. voilà, bien sûr. les acteurs sont tous très bons. Qu'on parle de d'Aiden, d'Iwan, de Moses, etc. Enfin, je veux dire, il y a pas d'erreur sur le cast, hein, clairement. Non, C'est un régal. Mais derrière, bah voilà, je veux dire, de toute façon, on avait un peu peur au départ quand on nous a annoncé du Obi-Wan. Je me suis dit, mais Obi-Wan, il est resté 18 ans le cul sur Tatooine. Qu'est-ce qu'on va faire à part compter les cailloux? C'est ça. Bon, après, c'était hyper intéressant de voir comment il s'était intégré sur Tatooine, hein, son côté bouché de viande de dragon crête, etc. Enfin, de voir son quotidien un petit peu. Enfin, c'était super bien amené. Je veux dire, toute l'ouverture sur le lore, on a reparlé hein, des indices qui vont mener probablement à Rogue Squadron, mais aussi à Andorre, etc. Enfin, toute cette ouverture et en même temps cet ancrage dans l'univers est très très bien fait, très intéressant. Mais derrière l'histoire, ça partait d'un bon truc. Je veux dire, l'enlèvement de Leia, Obi-Wan à la rescousse. Je veux dire, ça marche. Il n'y a pas de problème. Mais ça traîne en longueur. Et puis, on l'a pas dit, mais dans l'épisode 6, les dialogues, c'est que des redites de la trilogie originale ou de la prélogie. Et franchement, ça en devient... il n'y a plus d'originalité à force. C'est ça, c'est faire du fanservice pour du fanservice et c'est un petit peu dommage parce que jusque-là, le fanservice avait été quand même assez subtil ou bien amené. Dire, quand tu vois le Obi-Wan avec son T-16 Skyhopper, là, tu te dis « Ah, c'est celui avec lequel Luke il joue dans Un Nouvel Espoir », tu vois là, c'est un petit truc, c'est clairement du fanservice, mais... Voilà, en plus, ils se servent de cette maquette de vaisseau pour amener une interaction entre Obi-Wan et Owen. Et Owen, ouais. Et puis, à la fin, une interaction entre Luke et Obi-Wan. Donc, c'est bien fait, je veux dire, c'est du fanservice, mais qui est bien fait. Quand on te balance les noms de Korran ou de Valin Alcyon, c'est du fanservice à l'attention des gros fans de légende. Mais c'est subtil, enfin, je veux dire, faut aller la chercher, la référence. Donc ça, c'est du beau fanservice, j'ai envie de dire. Là, effectivement, comme tu disais... Alors, sur les dialogues, moi, j'ai moins noté parce que, au final, j'ai regardé la série en VO, mais la prélo et la trilogie originale, je les ai quasiment que vues en VF. Donc... oui, mais le Them, my friend is truly dead... oui. Ça, voilà. Oui, alors mon père est vraiment mort. Enfin, oui, effectivement, il y a le Elother, il y a le dialogue de l'empereur. Alors, je sais plus comment c'est, mais c'est Your thoughts are you sure your thoughts are clear? Alors que l'autre, c'était Are you sure your feelings are clear? Enfin, oui, c'est très... très proche. Enfin, c'est copier-coller. Et c'est dommage parce qu'il y avait peut-être d'autres choses à dire, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai que ça... Voilà. Globalement, c'est quand même une série que j'ai bien aimée, j'ai apprécié. Il y a des très bons moments. Encore une fois, elle est énormément portée par la petite Vivienne, hein, qui est vraiment la star hein, de cette série. Elle est vraiment géniale. Ils l'ont hyper bien castée. Ewan McGregor est fidèle à lui-même et Aiden est vraiment très très bon dans son rôle mi-Vador, mi-Anakin. Enfin, je veux dire, cette scène là du casque, elle reste mémorable pour moi. Mais non, pas de deuxième saison, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ont réussi à recoller les morceaux de toutes les incohérences qu'ils ont pu mettre dans la série. Voilà, attention à pas basculer, quoi. C'est ça. C'est-à-dire mais après, sur une bonne impression. On en revient à ce qu'on disait au départ là, par rapport à la potentielle série live action avec Cal Kestis, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous ressucer les mêmes trucs jusqu'à la moelle, quoi. Faut du nouveau, on demande du nouveau, on demande de l'acolyte, on demande le film de Taika Waititi, on demande autre chose que ce qui se passe entre la menace fantôme et l'ascension de Skywalker. Quelque part, on est toujours dans la même fenêtre là de 60 ans. Enfin, pitié, quoi. Moi, j'arrive à saturation. Quoi. J'arrive à saturation, hein, clairement. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a énormément de gens qui se sont engouffrés dans la Nouvelle République. Dans la Haute République, c'est parce que enfin, on n'est pas dans la saga Skywalker, justement, que les auteurs ont une liberté de dingue et qu'on propose un contenu qui est vraiment nouveau. Et de qualité.
Parce qu'en fait, c'est vrai aussi que quand tu te retrouves bloqué là, Claude Radagret, moi je vais pas lui lancer la pierre parce que je trouve que Lien du sang, il est inintéressant. Parce qu'en effet, elle a rien à raconter. Donc la pauvre, elle peut faire qu'un bouquin inintéressant. Elle peut pas avoir d'enjeu. Alors que dans la Haute République, bah, ils peuvent dire tel personnage, je vais le tuer, c'est pas grave, machin. Là, c'est pareil sur Obi-Wan, quelque part. On sait, c'est plié, on sait que Vador survit, on sait qu'Obi-Wan survit, on sait que Leia survit, on sait que Luke survit, on sait que Owen survit, on sait que Beru survit. Alors... Moins longtemps. Pardon. Mais oui, non, mais Obi-Wan, Beru, Owen, excuse-moi, mais oui, c'est dans un mouchoir de poche quand même. D'un point de vue temporel, pas d'un point de vue spatial. Mais voilà, ils ont quand même réussi à bien se démerder, je trouve, vu tous les enjeux déjà faits. Restons sur une bonne impression et sortons, faisons des choses imaginatives. Utilisons finalement cette pâte à modeler là, qui est l'univers Star Wars, avec laquelle on peut faire des tonnes de choses pour s'éclater. Et c'est ce qui est dommage avec le canon actuel, et c'est pourtant ce que le Légende avait commencé à faire sur la fin, c'était de s'ouvrir ailleurs. On avait, donc sur la fin du Légende, on a eu des séries comme Legacy. Vous voyez, je l'ai sorti parce que c'est un tome où il y a Obi-Wan dedans, il y a un flashback. Hein. Donc Legacy, ça se passe à peu près 137 ans après la bataille de Yavin. Donc on est toujours dans la saga Skywalker, mais on est sur des héritiers Skywalker. Donc en plus on a un gros trou d'à peu près 70 ans entre les derniers bouquins avec Luke et justement la série Legacy. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on peut imaginer pas mal de choses, mais c'est pareil, ça fait pas mal de liens avec pas mal de choses de ce qui s'est passé avant. Tu retrouves des lignées, en fait, lignée des Fel, lignée des Solo, lignée des Skywalker, etc. Donc c'est assez sympa, mais du coup, on a fait un gros bond en avant, ce qui permet de faire des choses complètement différentes. Et on a fait aussi un très très gros bond en arrière, c'était pas prévu, mais il était resté à côté de moi, avec par exemple la jeunesse des Jedi. Toujours prêt. Ah oui, mais Scoot toujours prêt. Hein. Où là, on est 35 000 ans avant la saga Skywalker. Donc autant te dire que là, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Et c'est super intéressant parce qu'on est, comme le titre l'indique, hein, sur vraiment l'aube des Jedi, hein, sur les tout débuts de l'ordre. Donc on reste dans l'univers Star Wars avec des choses qu'on connaît, comme la Force, comme les sabres laser, comme les voyages en hyperespace, etc. Mais avec un contenu complètement nouveau. Et donc c'était ce deuxième souffle qui était insufflé justement à l'univers étendu du temps du Légende, où on allait chercher jusqu'à 35 000 ans en arrière. On avait aussi tout ce qui était The Lost Tribe of the Sith, ça se passait 5000 ans avant. On a eu tout ce qui se passait de la période KOTOR. Enfin, on a exploré vachement en arrière. On a exploré un tout petit peu en avant, mais suffisamment pour que ça soit assez sympa. Détaché, et là, oui. Voilà, détaché. Ça commence là, avec la Haute République, franchement. Oui. Et la Haute République, on est quand même que 200 ans auparavant, tu vois. Oui, et on a encore des personnages comme Yoda, on a encore... Voilà. On va reculer de 150 ans à la prochaine phase, mais on reste... Ils ont quand même réussi à bien se détacher. Enfin, moi, quand ils ont annoncé la Haute République, ça va être entre 1000 ans et 200 ans avant, je me suis dit, ouais. Après, quand ils ont dit, mais les bouquins qui sortent, ça va être 200 ans avant, je fais... Et il y aura Yoda dedans. Je me suis dit, on s'en sort pas, c'est toujours la même. Et finalement, la bonne surprise quand même. Ça a bien, voilà, ils ont réussi à bien se détacher. Il y a des personnages forts à part Yoda. Je veux dire, finalement, ça reste un tout petit peu. Oui, Yoda, c'était un teasing, c'était histoire de rassurer les gens parce que concrètement, Yoda, on le voit dans La Haute République, Les Aventures, on le voit sur deux numéros, je crois, enfin 2 numéros US. Et après, on le voit sur une double page dans La Haute République, le comics adulte. Et voilà. Si, je crois qu'il est mentionné dans La Lumière des Jedi, mais c'est. Non, mais oui, il est micro-apparition. Mais voilà. Et comme tu dis, là, on va avoir les nouvelles phases. Ça va se passer encore avant.
c'est bien. Et Taika Waititi, il a annoncé qu'il allait se détacher. Donc, faut garder espoir. On va réussir à avoir des contenus avec de l'imagination, avec finalement de la liberté créative. C'est ça qu'on attend. Ouais, bah c'est ça qu'on attend, sauf que entre-temps, ce que dit Kathleen Kennedy, c'est en gros, si les gens veulent une saison 2 de Obi-Wan, on leur donnera une saison 2 de Obi-Wan. Mais les gens, ils savent pas ce qui est bon pour eux, faut arrêter à un moment donné, quoi. C'est pas parce qu'il y a 3 pelés sur Reddit ou je sais pas trop où qui gueulent pour avoir une saison 2 de Obi-Wan qu'il faut les écouter, quoi. Faut nous écouter. Quelque part, enfin, je pense qu'il faut qu'ils tirent les leçons de ce qu'ils ont fait déjà. Dire, la saison 1 de The Mandalorian, elle était complètement indépendante et elle était très bien. La saison 2, on a commencé à ramener plein de choses un peu au forceps. Elle commence à être un peu mauvaise. Boba Fett, c'est que je ramène, je suis complètement dans la nostalgie. Elle est ultra mauvaise. Rogue One, tu pars sur des nouveaux personnages complètement différents. C'est quand même pas mal. Solo, il y a un moment, il y a des choses bien. Franchement, moi, je vais pas trop cracher sur Solo parce que je trouve qu'il est pas si mauvais que ce qu'on entend. Mais il y a quand même des choses un peu trop. Je veux dire, est-ce qu'ils étaient obligés de mettre le Kessel Run dans Solo ? C'est pas sûr. Peut-être qu'on aurait bien aimé avoir l'impression que les aventures Solo et Lando vont continuer encore pendant des années et que peut-être qu'il fallait pas qu'il obtienne le Faucon Millenium pendant le film Solo. Peut-être qu'il fallait qu'on ait l'impression qu'il l'obtiendrait des années plus tard après avoir fait les 400 coups avec Lando et pas un coup où il a fait sa Kessel Run. Voilà. Pour dire qu'il faut arrêter ce que j'appelle moi le syndrome préquel, là où à force tu veux tellement insérer des choses pour te raccrocher à ce que tu as fait précédemment que ça devient n'importe quoi, incohérent ou juste un pack too much, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais de toute façon, à un moment donné, faut arrêter d'écouter les fans. Hein. Non, mais c'est... si tu veux faire du contenu original, faut que tu arrêtes d'écouter les fans. Surtout les fans de Star Wars. Je sais pas trop comment ça se passe dans les autres univers. Mais ils savent pas. Chez nous, il y en a quand même une pelletée quand il y a une couche, quoi. Dès que tu fais un écart par rapport à, il y a qu'à voir tous ceux. On était parti pour faire une émission Kenobi, on va faire une émission spéciale. Ne faites pas de séquelles. Mais voilà, tous ceux qui ont chié sur le traitement de Luke dans les derniers Jedi parce que ça correspondait pas à l'image qui s'était faite, ils sont allés dans une autre voie. Je sais pas, c'est pas parce que toi tu penses que ça devrait être fait comme ça qu'il faut que ça soit fait comme ça. Et il faut arrêter à un moment donné de se baser sur The Fandom Menace et toute cette mouvance-là pour faire des scénarios, parce que clairement The Fandom Menace, je vais pas dire tout ce que tout le monde pense tout bas, mais parce que je serais très 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 vulgaire. Mais voilà, à un moment donné. Non, il faut être créatif. Il faut être créatif, la liberté à la création. Et il y a des fois, il y a des contenus qui vont pas nous plaire, hein. Et il y a des fois, il y a des choses qui vont nous plaire. Moi, au moins, ça proposera des choses originales. Mais tu vois, le problème, le problème dans Star Wars en ce moment, c'est quand il y a un truc qui marche, il faut ressusciter au maximum. Il y a qu'à voir Luke dans The Mandalorian, je veux dire, c'était un gros kiff. Moi, j'ai adoré cet épisode-là, le 16e chapitre, la clôture de la saison 2, parce que je m'y attendais absolument pas, parce que tout le monde, je suis, oh putain, X-Wing, oh, c'est Red 5, tu vois, t'as un mec qui arrive, il est encapuchonné, il est en noir, il a une boucle de ceinture en argent, il a une main gantée de noir, un sabre laser vert, tu vois, oh putain, c'est Luke, et puis t'as pas envie d'y croire, parce que tu dis c'est pas possible, c'est pas lui, mais si, c'est lui. Alors voilà, j'ai énormément kiffé, mais par contre, le revoir dans le Book of Boba Fett, je vois... C'est bon. Comment te dire, on l'a vu une fois, je veux dire, c'était cool, mais c'est pas parce que t'as aimé un truc une fois que tu vas l'aimer la fois suivante. Tu vois, il y a un moment donné, ça fait redite, et puis encore une fois, on nous a dit qu'on en avait terminé avec la saga Skywalker, on n'a jamais vu autant Luke depuis. C'est dommage parce que à force, tu sais, c'est comme quand tu manges trop de chocolat. Tu fais une overdose de chocolat. Bah oui, tu fais une overdose de chocolat. Et pourtant, j'adore le chocolat et j'adore Star Wars et j'adore Luke, mais je suis arrivée à...
saturation, quoi. Ouais. On n'a pas encore sorti notre récap de The Book of Boba Fett, mais on en parle beaucoup aussi. Donc, on n'est faut pas qu'on refasse le débat une deuxième fois. Il faut qu'on arrive à sortir ça. Non, mais c'est surtout qu'on arrive à conclure cette émission, parce que là, je pense qu'on a lâché plein de monde. Et qu'à la base, on parlait de Kenobi. Non, mais on a quand même bien aimé la série, toutes les deux. Ah oui. Non, mais globalement, j'ai bien aimé cette série. J'ai beaucoup aimé la première partie, comme je disais. La deuxième, beaucoup moins. Heureusement qu'il y a le combat, parce que ça la sauve. Et parce que le combat, d'un point de vue chorégraphique, est absolument génial. Et puis, il y a la finesse, là, avec les yeux et tout. Ah ouais, ça, c'est vraiment ça. Ça sauve tout le reste. Moi, je reste vraiment sur ce combat qui m'a scotché de bout en bout. C'est vraiment... je maintiens, c'est le plus beau combat de Star Wars. Ouais. On va s'arrêter sur cette conclusion. On n'a pas envie de revoir Reva, Obi-Wan, Luke, Leia. Apportez-nous du frais. Merci. Amen. Mais vous, les auditeurs, on a envie de vous revoir. Voilà. Ah bah oui. On ferme pas la porte, au contraire. Donc oui, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, à faire tourner si ça vous a plu, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, notre site internet aussi, www.geek-squadron.net. Et puis donc on rappelle aussi l'opération Hello Asso des héritiers de la Force, les organisateurs de la convention de QC qui a lieu tous les ans le dernier week-end d'avril. Donc on vous mettra le lien pareil dans la vidéo. Et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été, et puis on va se retrouver pour Star Wars, probablement pour The Bad Batch, voire peut-être la Haute République avant. Ça va dépendre de ma comparse. Alors, je sais pas de quel côté elle est pour vous, mais franchement, je dirais pas sur quelle émission est la prochaine. Je ne sais pas. Entre les montages qu'on n'a pas finis, les contenus Disney+, assez intéressants. On a prévu d'ailleurs une émission de mi-juillet, là, tu te rappelles? Oui, sur donc voilà, non, mais je parlais en termes de Star Wars, voilà. Mais en termes de risquez de nous revoir, voilà, sur... il va y avoir Andorre en août, en tout cas. Voilà, donc on vous souhaite en tout cas, pour l'instant, un bel été, et à très bientôt. Salut. Salut.